Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Xavier Noël, responsable du pôle diffusion de la culture scientifique et technique. Donc, bienvenue à cette deuxième conférence de la saison 2016 du cycle de conférences Le goût de l'avenir, donc qui a pour fil rouge cette année Apprendre demain. Donc, ce soir, nous accueillons Blandine Bril, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui intervient également à l'Université Paris-Descartes, et donc qui va nous parler du lien entre l'apprentissage, donc notamment l'apprentissage par le geste, en lien avec le contexte, en lien avec le milieu. Donc merci beaucoup pour votre venue, pour ce partage. Donc comme toutes les conférences que nous organisons, donc soit au CNAM, soit au lieu unique, et donc merci au lieu unique de nous accueillir pour ce moment de partage. Donc il y a un moment de conférence et puis un moment de débat. Cette conférence fait l'objet d'une captation vidéo, donc vous avez la possibilité de la revoir par la suite, ou bien de la voir pour la première fois, évidemment, en vidéo. Nous avons aussi ce soir on va dire un dispositif de médiation. Alors, le dispositif de médiation est incarné par Monsieur Mouche. Donc, Monsieur Mouche qui raconte des histoires, donc qui intervient sur la mise en récit. Et donc, notamment, nous avons travaillé avec Monsieur Mouche sur la mise en récit de la science, puisque dans le pôle culture scientifique et technique, nous travaillons sur la relation entre science et société. Donc, bien sûr, la question de la mise en récit est importante. Et donc, Monsieur Mouche intervient aussi dans des ateliers d'écriture. Voilà, donc il sera libre d'intervenir au cours de la soirée, de raconter des histoires. Donc, c'est évidemment important d'avoir cette approche-là compte tenu du sujet ce soir. Pour l'organisation de cette soirée également, donc à vous mentionner que vous avez une feuille, un petit questionnaire très court qui vous a été remis. Donc c'est important que vous puissiez le remplir parce que ça nous permet évidemment d'avoir votre feedback pour les séances d'après. À mentionner aussi que ce soir, la conférence fait l'objet d'une interprétation en langue des signes française. Donc merci à nos traductrices, puisqu'en fait nous avons répondu à une demande. Et donc si à l'avenir effectivement cette demande se confirme, nous pourrons évidemment l'intégrer. Je voulais aussi vous dire donc que, comme à l'accoutumée, nous avons un partenariat avec la librairie Vent d'Ouest, donc qui présente des ouvrages qui sont en relation avec le thème traité. Voilà, j'espère que j'ai dit l'essentiel. Donc, de toute façon, tout à l'heure, je reviens vers vous pour le passage de micro. Voilà, je pense que c'est Monsieur Mouche qui démarre. Bonjour. Pendant longtemps, dans cette forêt, il y avait un arbre qui la cachait. Et cet arbre, qui cachait la forêt, avait des pouvoirs magiques. Les gens de ce pays, une fois qu'ils avaient fini l'école, ils pouvaient devenir ce qu'ils voulaient, juste en passant derrière l'arbre. Il y avait ceux qui devenaient médecins, ceux qui devenaient rockstars, ceux qui devenaient clowns, ceux qui devenaient quelqu'un d'autre. Enfin, on pouvait vraiment devenir qui on voulait. Évidemment, il y avait quelques conditions pour que la magie de l'arbre fonctionne. Tout d'abord, bien sûr, il fallait être assez âgé et avoir bien fini son école. Mais surtout, il fallait s'être préparé à la transformation. Il n'y avait rien à dire en passant derrière l'arbre. Il fallait juste penser très fort à ce qu'on voulait devenir, et on le devenait. Parfois, les transformations effectuées par l'arbre étaient farfelues, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de mauvaises surprises. Et c'est grâce à cet arbre que les gens pouvaient changer de condition. Bien sûr, certains dans ce pays n'avaient pas besoin de l'arbre car leurs conditions leur allaient très bien. C'était notamment le cas des chefs et des plus riches du pays. Un jour, ces derniers ont décidé tous ensemble qu'il était temps de mettre fin à ces transformations. Ils avaient peur que d'autres aient l'idée de devenir chefs,
ou même riche, alors l'arbre a été tout simplement abattu. Pendant les années qui ont suivi, les gens ont bien essayé de passer derrière la souche de l'arbre, mais la magie n'opérait plus. Et si l'arbre magique n'existait plus, ça ne servait plus à rien d'avoir fini son école. Au début, les gens se sont dit que c'était pas grave, que s'il n'y avait plus d'école, il y aurait plus de temps pour jouer. Mais ils ont assez vite réalisé que la chose était très importante. Les gens ne pouvaient plus devenir ce qu'ils voulaient être. Et ils devaient se contenter d'être ce qu'ils sont. Devant cette absence d'un avenir radieux, ils se sont mis à protester et à demander qu'on replante l'arbre magique. Mais les chefs et les plus riches ont répondu que personne ne savait faire pousser un arbre magique. Et on les a crus. Alors on n'a rien fait. Les gens ont continué à râler dans le vide jusqu'au jour où leur parole est arrivée à ceux qui, dans le passé, avaient pu, grâce à l'arbre, devenir de grands botanistes. Ceux-ci ont cherché à comprendre d'où venait la magie de l'arbre. Et une fois qu'ils ont trouvé, ils ont cherché d'autres arbres magiques qui auraient pu pousser ici ou là et se seraient cachés dans la forêt. Ils n'ont jamais retrouvé cet arbre, mais le printemps suivant, ils ont vu à côté de la souche la pousse d'un arbrisseau qui ressemblait fort à l'arbre magique. L'espoir a repris et il a fallu attendre des années et des années pour que la pousse redevienne un bel arbre. Et cette fois, les gens se sont arrangés pour garder eux-mêmes l'arbre magique et empêcher que les chefs et les riches ne veuillent à nouveau l'abattre. Donc je vais vous présenter. Je vous remercie d'abord d'être si nombreux, parce que je ne savais pas qu'il y aurait autant de monde. Et je remercie les organisateurs d'avoir pensé que ce que je faisais comme recherche pouvait intéresser un public plus large qu'un public de chercheurs qui sont toujours un petit peu trop restreints, à la limite, et un peu trop spécialistes de leur domaine. Donc, je vais vous présenter les travaux que je réalise sur l'apprentissage. Alors, en entendant la présentation, je me dis que vous allez penser que ce que je présente, c'est l'apprentissage d'aujourd'hui et hier. En fait, on oublie souvent que l'humanité n'est pas l'Occident et qu'on ne représente que 20% de l'humanité. Donc, je pense que tous les exemples que je vais vous montrer sont encore très présents. Et je voulais commencer par une vidéo qui avait été réalisée. C'est bizarre, ça passe pas. Par une vidéo qui avait été réalisée à l'occasion d'une exposition Désir d'apprendre à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à la Villette à Paris. Alors c'est un petit peu vieux, ce sont des données qui ont 20 ans, enfin des vidéos qui ont 20 ans, mais ça vous donne une idée de l'apprentissage de fillettes Bambara dans un village standard en fait. Des actions quotidiennes telles que marcher, écrire, faire du vélo, jouer au foot ou piler le mine sont si familières aux adultes qu'ils en oublient vite le temps qui aura été nécessaire pour y parvenir facilement et sans même y penser. Aucun processus d'apprentissage n'est livré au hasard. Dès le plus jeune âge, avant même d'incorporer ses gestes, l'enfant s'imprègne de leur rythme et de leurs mouvements. La vie de l'enfant se déroule dans ce que l'on pourrait appeler une niche de développement qui lui offre un vaste champ d'expérience particulière. Selon son appartenance culturelle, son âge, son sexe, certaines activités sont favorisées alors que d'autres vont être découragées. L'enfant explore les outils qui lui sont proposés par le milieu où il grandit et partage avec ses aînés une pratique qui n'est encore qu'un jeu. Sollicitée par son environnement social, elle s'amuse à imiter, à chercher des solutions, à faire le tour de ses capacités. Ce faisant, elle s'approprie les outils et tente d'ajuster au mieux son geste à l'action. Progressivement, elle parviendra à entrer en résonance avec l'objet qu'elle a entre les mains.
Elle joue et développe son adresse dans des activités apparemment gratuites qui ne débouchent pas encore sur un travail fonctionnel et obligatoire. À cet âge, jeu et travail s'imbriquent encore au quotidien. C'est vers 9-10 ans qu'une fillette Bambara est chargée de toute tâche de pilage. Concasser des condiments, faire de la farine, décortiquer des grains de mil ou de riz. Le pilage est une activité technique pratiquée par la plupart des femmes sur tout le continent africain. Une fillette doit parvenir à soulever et laisser redescendre le pilon sans perdre l'équilibre et sans trop se fatiguer. Elle répète et répète encore. Au début, la solution retenue est à chaque fois différente. Avec le temps, la fillette parvient à se stabiliser et à gérer ses efforts. Et bientôt, elle saura s'accorder au rythme de l'adulte. La petite fille n'a jamais reçu d'enseignement au sens strict du terme. En revanche, son entourage féminin l'aura petit à petit amenée à participer à part entière à la vie domestique de la maisonnée. Qu'il s'agisse d'apprendre à manier sa cuillère, à piler ou à shooter dans un ballon, la fréquence et la diversité des expériences filtrent et orientent les actions de l'enfant vers un exercice responsable et adapté. Sans oublier, bien sûr, le plaisir de la fête. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous présenter. En fait, et ça, je pense que cette petite vidéo résume tout ce que je vais vous raconter. Même si je vais prendre d'autres exemples, évidemment. Mais je voulais revenir simplement, rapidement, sur cette notion d'apprenance, puisque j'avais accepté le terme au départ, et après, je ne l'avais jamais entendu, à vrai dire, donc c'était nouveau pour moi. Et je me suis rendu compte, je suis allée regarder ce que ça voulait dire, quand est-ce que c'était utilisé. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'est un terme, c'est un néologisme qui est utilisé, je pense, beaucoup plus dans le milieu professionnel actuel. Hein. Et donc Philippe Carré, qui est celui qui l'a en tout cas popularisé, qui est professeur à Paris 10, en fait, considère qu'il faut s'intéresser non plus à la formation, mais à l'apprentissage. En fait, je pense que ce qu'il suggère, c'est que l'accent était mis sur l'enseignant, alors qu'il faudrait que l'accent soit mis plus sur l'apprenant et sur le contexte dans lequel se développe l'apprentissage. Mais comme j'ai l'impression que nous, on fait ça depuis longtemps, avec d'autres termes, j'en resterai sur les termes que j'utilise généralement. Donc, ma présentation va être en 3 parties. La première partie, je voulais poser la question de savoir qu'est-ce que veut dire le fait de savoir faire quelque chose. Alors, je voulais vous proposer plusieurs exemples. Le premier étant un exemple d'arithmétique simple que j'ai pris dans la thèse d'une collègue qui est déjà ancienne, mais qui est assez intéressante. En fait, si vous étiez face à un problème, on pourrait le transformer, mais comment faites-vous pour savoir la part que chacun doit payer lors d'une souscription de 17 400 francs, c'était des francs maliens à l'époque, puisque c'était fait avec des commerçants maliens, donc diviser 17 400 francs maliens entre 8 personnes. Alors ma question, c'est qu'est-ce que vous faites si on vous pose la question? On pourrait simplifier en disant 174 € divisé par 5 lorsqu'on va au resto, hein, ou lorsqu'on va par 8, ce qui serait le même problème. Alors, bon, je ne sais pas ce que vous me répondriez ou ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation. Division. Voilà, et ben c'est ce que je ne voulais pas que vous me disiez. Voilà, donc la première chose, voilà, qu'est-ce que font les commerçants? Parce qu'en fait, vous ne vous dites pas, je pense, enfin, on va voir ça tout à l'heure. Les commerçants analphabètes Bambara, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un raisonnement en disant chacun paye 2000, ça fait 16 000. Si cela ne va pas, on ajoute encore 100. Dans chaque 8 fois 100, ça fait 800, etc. Il reste 600. À 50 chaque, donc 8 fois, 8 fois 50 fait 400, il reste 200, etc. Et puis, au bout du compte, chacun paye. Donc, on voit qu'ils font ça par approximation. Ceci dit, nous, en général, on ne fait pas ça comme ça. À la limite, on ferait ça de manière écrite, on poserait l'opération, et simplement pour montrer que ça c'est de mes étudiants, j'avais demandé à différentes reprises comment est-ce qu'ils poseraient l'opération. Et ce qu'on voit, c'est que dans le fond, même en Europe, aux États-Unis, en fait, de manière écrite, personne ne fait de la même façon, à la limite. Et par exemple, le système américain, moi j'ai mis longtemps à comprendre comment est-ce qu'on faisait, mais on arrive quand même au bon résultat.
Mais dans le fond, si on est au restaurant, je pense que ce qu'on va faire, c'est chacun prendra sa calculette ou son téléphone avec la calculette sur le téléphone. Et je pense qu'en fait, la solution qui serait adoptée aujourd'hui, ça serait celle-là. Alors que ça, j'ai mis ça parce que j'ai travaillé avec une collègue en Russie et à la cantine, il y a quelques années, on calculait encore, en fait, la personne de la cantine calculait encore le prix du repas avec ce type de boulier. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée en mettant ça. Mais pourquoi est-ce que je vous présente ça? C'est en fait pour dire que dans le fond, ce qu'on va faire quand on a un problème à résoudre de ce type-là, qui est relativement simple, mais en fait, qu'on ne fait pas forcément de tête, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a sous la main, et ce qui est le plus simple et ce qui est le plus économe d'un point de vue, je dirais, on est relativement paresseux en général, et ce qui est le plus économe en énergie ou en énergie cognitive, je dirais. Voilà, donc l'idée, c'est de savoir, c'est évidemment savoir, comme vous disiez, savoir faire une division, mais dans le fond, c'est pas vraiment ça. C'est savoir utiliser le contexte de manière économe pour réaliser l'action qu'on souhaite réaliser. Alors, je voudrais donner d'autres exemples, et en particulier quelques exemples en fait qui ont été travaillés par des collègues psychologues, et en particulier cet exemple de mathématiques dans la rue et à l'école, c'est le même genre de situation. C'est en fait des enfants, c'est une collègue, Teresina Nunes Carraer, qui avait travaillé au Brésil, donc à Recife, et qui a demandé à des enfants, qui a eu l'idée de demander à des enfants dans la rue, sans leur dire, en fait, de leur acheter ce qu'ils vendaient, et puis de regarder s'ils faisaient des erreurs ou pas, et de regarder comment est-ce qu'ils raisonnaient. Alors là, elle donne l'exemple d'un enfant, donc le test informel, donc l'acheteur, elle dit, d'accord, je te prends 3 noix de coco au prix de 40 unités, je ne sais plus ce que c'est l'unité brésilienne, vous devez savoir, donc chacune, combien ça fait? Et en fait, l'enfant lui donne le résultat en disant, ça fait 40, 80, 120, et elle tombe sur le bon résultat. Et l'idée vraiment géniale qu'ont eu ses collègues, c'est après de demander à ses enfants, qui sont pour certains allés à l'école 1 an ou 2 ans, de venir avec elle dans le cadre de l'école et puis de leur reposer les mêmes opérations, justement, mais de manière abstraite. Et voilà le résultat de cet enfant. Donc dans le test formel, l'enfant résout l'opération 40 x 3, ce qui est vrai, et obtient 70. Voilà, sans se rendre compte que c'est complètement faux, alors qu'elle l'a résolu là. Et ce qu'elle dit, puis elle explique, donc la procédure, c'est descendre le 0, 4 et 3, ça fait 7. Et voilà. Et donc, elle n'a pas compris, et ça veut dire qu'en fait, dans le cadre formel, les enfants, bien souvent, ne comprennent pas ce qu'ils font ce qu'on leur demande, mais sans forcément avoir vraiment compris. Donc, là aussi, qu'est-ce que c'est que savoir? Ces enfants-là, s'ils sont à l'école, on dirait qu'ils ne savent pas, s'ils sont dans la rue, ils ne se trompent pas. Et donc voilà, bon, ça c'était pour résumer, mais je crois que j'aurais pas le temps d'aller loin. C'était pour montrer qu'en fait tous ces enfants, là il y a 5 enfants, quand ils sont dans la rue, ils font pas d'erreur, 10, ils ont 10 sur 10 sauf un qui a presque 10. Mais si on leur demande les mêmes opérations d'un point de vue abstrait, eh bien il y en a quasiment qu'un qui a une note relativement bonne, mais les autres n'y arrivent pas. Donc ça veut dire que là ça pose la question, qu'est-ce que c'est que savoir? Je voudrais donner encore un autre exemple, même 2 autres exemples, qui sont toujours par des collègues psychologues. Et en fait, cet exemple montre en fait le rôle social dans la performance. Alors, imaginez-vous qu'on vous demande en fait de mémoire de reproduire cette figure. Donc, on présente la figure 1 minute. On vous demande de la regarder en vous disant vous allez avoir à la retracer 2 têtes. Donc vous avez bien vu la figure. Et alors, l'idée, c'est de prendre des enfants scolarisés au collège. Ces auteurs, donc, qui sont Huguet, Bruno et Monteil, ont fait ça il y a quelques années, comme vous voyez. Et donc, ils ont pris 2 catégories d'enfants, ceux qui sont bons à l'école, c'est-à-dire bons en maths en général, et ceux qui sont considérés comme mauvais. Ils ont pris 2 contextes, le contexte du cours de géométrie et le contexte d'un cours de dessin. Alors, je ne sais pas si vous imaginez les résultats, et on leur demande, donc il y a 4 groupes d'enfants qui sont équivalents, etc. Et donc, ce qu'on leur demande, c'est de restituer la figure. Et donc le résultat, le voilà, c'est que dans le cours de géométrie, les bons élèves, les élèves en réussite, c'est plus gentil quand même de ça, les élèves en réussite, eh bien, en géométrie, ils réussissent bien, et les élèves en échec, ils ne réussissent pas, puisque de toute façon, ils sont considérés comme mauvais, donc il n'y a aucune raison qu'ils réussissent. Et quand c'est un cours de dessin avec la même tâche, eh bien, les 2 sont à égalité. Donc là, à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire de savoir? Et ça pose vraiment ce problème. C'est que le contexte est en fait extrêmement important. Et là, le contexte de la valorisation, c'est que les enfants savent parfaitement bien
La valeur sociale des disciplines, les bons en maths, ils sont valorisés en maths, et les mauvais en maths, ils se cachent quasiment en se disant de toute façon, j'y arriverai jamais, donc c'est pas valorisé, et ils n'arrivent pas à surmonter ça. Et leur statut, quand on est bon élève, on est bon élève, et dans ce qui vous valorise, c'est-à-dire les cours qui sont, eux, valorisés socialement. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant, puisque, à la limite, dans un cas, on dira, en général, on va les tester que dans ces situations-là, et bien sûr, les mauvais restent mauvais, les bons sont bons. Donc, c'est un petit peu, là, à nouveau, qu'est-ce que ça veut dire que de savoir. Alors, le dernier exemple, qui n'a plus rien à voir, mais comme j'ai plus travaillé sur des activités que j'aime pas appeler motrices parce que ça les sépare de ce qui serait cognitif, et on est dans une société où ce qui est cognitif est noble, ce qui est moteur n'est pas noble. Et donc, j'essaye de ne jamais dire moteur, bien que je sois bien parfois obligée, et je me suis finalement intéressée à ça, et je pense que c'était pour ces raisons-là, c'est que j'en avais assez de voir que finalement, ce qui était noble, c'était ce qui était dit cognitif, parce qu'il y a de la cognition partout, de toute façon, dans toutes les activités humaines. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est finalement, qu'est-ce que c'est que marcher? Qu'est-ce que c'est que savoir marcher? Alors, je voudrais commencer par... où est-ce que mon... Je voudrais commencer par vous montrer... Alors, zut. Alors, est-ce que ça... Ah, bah zut, il ne marche pas. Ah, si, voilà. Voilà, donc je voudrais vous montrer quelque chose qui marche. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous diriez que ce robot marche, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est de la marche. Là, je vais vous montrer un enfant qui commence à marcher. On est tous d'accord pour dire que c'est de la marche, et pourtant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. Hein. Donc ça, c'est des enfants, c'est une expérience qu'on avait fait. On a suivi les enfants pendant 5 ans, et on a essayé de comprendre ce que c'était que d'apprendre à marcher. Puisque souvent, on dit que la marche... Pourquoi je vous présente cet exemple-là? C'est que souvent, on dit que la marche, c'est inné. Je suis absolument sûre que ce n'est pas inné. Voilà, donc là, on voit bien donc, l'évolution de cet enfant, donc au cours des 3 premières années. Je vais vous montrer l'ensemble. Bon, c'est un jeune homme maintenant, cet enfant-là. Mais enfin, bon, ils apprennent toujours à marcher de la même façon. Donc là, c'est... Voilà, donc là, entre le début et la fin, on dit tous qu'ils savent marcher. Les parents sont tous d'accord. Les premiers pas, c'est les enfants savent marcher. Et pourtant, c'est, d'après ce qu'on a fait, ce qu'on dit, il faut 7 ans pour apprendre à marcher. Et je vais vous donner un exemple ici. C'est donc ici, on avait fait des expériences avec des enfants qui marchent. Et puis, on avait demandé de passer un obstacle. Alors, est-ce que c'est toujours marcher? Est-ce que quand on passe un obstacle, ça s'appelle marcher, etc. Et oups. Voilà. Et donc, l'idée, c'est est-ce que cet enfant, elle sait vraiment marcher ou pas, puisqu'elle ne sait pas passer un obstacle en marchant. Et le dernier exemple, c'est un enfant qui commence à apprendre à marcher. J'ai du mal avec ces vidéos. Alors, est-ce qu'on dirait qu'il marche? Je pense qu'on dira qu'il ne marche pas. Alors, ça serait intéressant quand vous me disiez pourquoi est-ce qu'on va dire qu'il ne marche pas. Bien qu'il y a des caractéristiques de la marche, mais c'est quand même pas encore ça. Voilà, donc tout ça, ça pose la question. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est que savoir? Est-ce que ces enfants, est-ce que le robot sait marcher? Est-ce que je suis déçue de ne pas avoir pu bien le montrer, ce robot. Voilà, donc ce qui serait intéressant, c'est de savoir, il y a quand même des différences importantes entre le robot et un humain. Parce que le robot, il ne peut pas accélérer, il ne peut pas s'arrêter. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. Et il lui faut quelque chose qui soit un peu en pente pour marcher. Mais ceci dit, si on prend la définition de la marche, je n'insisterai pas, il marche. Voilà. Donc maintenant, je vais passer un petit peu aux choses plus... à rentrer dans le sujet, si on veut, une fois qu'on a posé, finalement, simplement de voir que... de poser la question, qu'est-ce que c'est que savoir? Ce n'est pas du tout évident. Et on peut trouver des quantités d'exemples comme ceux-là. Et je vais laisser la parole... au compteur. Alors, tout à l'heure, on était dans la forêt. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un pays lointain dans lequel il y avait un sage reconnu de tous. Il était toujours de bons conseils et était souvent consulté par les habitants de ce pays pour répondre à toutes sortes de questions. Mais il n'y répondait jamais de manière définitive. Non, en fait, il racontait une histoire qui mettait sur la voie de la réponse. Et avec ces histoires, il répondait à toutes les questions qu'on peut imaginer.
Un jour, un jeune chevalier, qui se pensait plus malin que tout le monde, prit connaissance de l'existence du sage et se mit en tête de le piéger en posant une question à laquelle il ne saurait pas répondre. Il vint le voir une première fois et posa la question suivante. Je vais faire la voix du chevalier. « Ô sage !» Non, elle est nulle cette voix de chevalier. Non, elle est bien. « Ô sage qui répond à tous par une histoire, j'aimerais savoir pourquoi la mer est salée. » Et le sage lui raconta l'histoire des deux frères chinois et de leur meule géante qui moule le sel dans la terre au fond de l'océan. Bon, j'ai pas vraiment le temps de vous la raconter là, mais en gros, ça explique bien pourquoi la mer est salée. Le chevalier repartit, vexé, et revint chaque jour avec une question différente. Mais il comprit qu'il n'arriverait jamais à piéger le sage. Et puis un jour, il lui demanda « Ô sage qui répondait à tout, j'aimerais vraiment savoir comment vous trouvez toujours une histoire pour répondre à mes questions. » « Attends, je vais te raconter une histoire. » Et le sage lui raconta qu'un jour, un chevalier fort habile dans le maniement de son arc arriva dans le village. Et partout dans le village, il y avait des cibles bleues. Elles étaient de tailles très différentes, et en plein centre de chacune d'elles, il y avait une flèche bien plantée. Il interrogea les gens du village pour découvrir l'identité de ce tireur d'élite, et tous lui parlèrent de Pierrot. Le chevalier chercha Pierrot dans tout le village, et au détour d'une ruelle, il tomba sur un petit homme qui semblait encore être un enfant. « Il paraît que tu me cherches, dit-il au chevalier. « Tu es Pierrot, celui qui tire toujours au milieu des cibles bleues. Ouais, c'est moi. Mais comment fais-tu pour tirer avec autant de perfection? Ah ben c'est très simple. » Pierrot prit son arc. Quelques flèches, il emmena le chevalier hors du village, en priant de bien regarder. Il tira toutes les flèches dans tous les sens, dans toutes les directions, ramassa toutes les flèches qui ne s'étaient pas plantées sur les murs ou sur les arbres, et autour de toutes celles qui étaient bien plantées, dessina un magnifique cercle bleu avec de la peinture. « Tu vois, dit le sage au chevalier, je fais comme Pierrot. Je ne tire pas les flèches vers les cibles, mais les histoires sont les cercles, et je les dessine là où tu poses tes questions. » Le chevalier, qui se pensait plus malin que tout le monde, ne revint plus jamais l'interroger. Il savait désormais pourquoi ce sage était si apprécié dans la région. Donc moi je vais poursuivre en essayant de montrer en fait sachant qu'il y a au niveau de l'univers terrestre, il y a une incroyable diversité de techniques, de gestes, de capacités d'action différentes. La question, c'est est-ce qu'on peut trouver un moyen pour essayer de travailler de la même manière ou de comprendre en fait ce qui est en jeu dans ces apprentissages. Par ailleurs, c'est de la même chose. On a une très grande variabilité de posture au niveau culturel. Bon, nous, on utilise ces trois postures-là de manière privilégiée. Là, je vous donne un exemple de posture dans une seule ville en Inde où j'ai travaillé, où on voit que ce sont des postures que nous, on n'utilise jamais, qu'on serait bien incapable d'avoir donc pendant plusieurs heures, à la limite, toute la journée, alors que, bon voilà, j'ai pris ça, donc ces photos-là, c'est la vie quotidienne. Et si on peut résumer, par exemple, dans d'autres cultures aussi, au Mali, on trouve énormément cette posture-là dans toutes les activités techniques féminines. La posture accroupie est une posture que la moitié de l'humanité utilise pour travailler ou pour se reposer, ou la posture à genoux est moins fréquente, mais elle est quand même aussi relativement très fréquente. Alors la question, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces postures, on les a de façon innée, entre guillemets? J'aime pas du tout ce terme, mais on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qu'on apprend? Et comment est-ce qu'on apprend? Et qu'est-ce que ça veut dire qu'apprendre tous ces gestes techniques différents, ces activités différentes quotidiennes? Alors, je vais donner quelques exemples. Alors, là, je n'ai pas mis les vidéos, mais donc le fait de manger. Donc, je donne des exemples en fait où on a le même but, mais de manière différente. Donc ici, ça c'est la crèche, c'est les enfants qui mangent donc à la crèche. Ici, au Mali, on mange à la main. En Chine, on mange avec des baguettes. Au Japon, on mange avec des baguettes. Mais dans tous les cas, le problème, il est de prendre de la nourriture dans un plat et de le monter à sa bouche. Ceci dit, c'est très compliqué. Il y a des collègues qui ont montré en fait qu'il faut plusieurs années. Et si vous regardez un enfant, même de 2-3 ans, tient pas sa cuillère correctement, etc. Donc en fait, c'est quelque chose de compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, quelle que soit la technique utilisée, l'objectif est exactement le même. Je peux prendre le même exemple en disant donc marcher et porter des charges. Par exemple ici,
Si je prends, alors les vidéos ne sont pas excellentes, mais elles sont déjà un peu anciennes. Donc voilà, porter une charge ici. Ici, c'est au Cambodge, porter une charge. Et ici, c'est en Nouvelle-Guinée. Là aussi, alors porter une charge, c'est quoi? C'est déplacer un objet d'un point à un autre. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des quantités de façons différentes de le faire. Et la question, c'est est-ce que finalement, il y a est-ce que la contrainte est la même? C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, on peut l'expliquer de la même façon, quel que soit le mode de portage. Et l'idée, c'est qu'il faut arriver à trouver un moyen, en fait, d'expliciter. J'arrive pas à retrouver cette. Bon. Un moyen donc d'expliciter, de comprendre en fait tous ces cas de portage avec de la même manière, en explicitant les mêmes, puisque les contraintes sont les mêmes. Et les contraintes, en fait, alors je ne rentrerai pas dans le détail, mais les contraintes, c'est une histoire de centre de gravité ici, de centre de gravité de la charge et de centre de gravité du corps. En fait, et ce qu'on voit, c'est que selon la position de la charge sur le corps, le centre de gravité de la charge plus du corps va être à différents endroits, et donc va imposer la posture de la personne qui porte. Et dans le fond, alors marcher, on pourrait se dire, c'est déplacer ses jambes, etc. Et en fait, l'idée, c'est que marcher, c'est en fait produire des forces qui vont nous emmener vers l'avant, qui vont propulser le corps vers l'avant. Et dans le fond, dans tous ces cas-là, la contrainte, c'est exactement la même. Et ce que la personne va devoir faire, c'est évidemment faire des mouvements pour marcher et pour porter ses charges. Mais ce qu'elle doit faire, c'est produire des forces qui vont la propulser vers l'avant. Et je vais faire le même raisonnement ici pour une question de poterie. Alors ça, c'est la thèse d'une étudiante, Enora Gandon. L'idée, c'est que, alors ça, c'est uniquement la poterie autour, mais dans 3 cas où on a des systèmes, en fait, tout à fait différents. Là, vous voyez, donc ça, on est en France. À droite, on est en Inde, avec un tour hindou, et l'autre est un tour musulman, dans la même ville, d'ailleurs. Donc voilà, donc dans les 3 cas, on voit que les outils, dans le fond, sont extrêmement différents. Les postures sont très différentes, mais l'idée, c'est que les contraintes mécaniques pour arriver à faire un pot, de partir d'un bloc de terre et de faire un pot, ce sont les mêmes. Et si on regarde, les contraintes, c'est quoi? Il faut produire des forces centrifuges et une pression sur la motte. Après tout, quels que soient après les moyens qu'on utilise, les gestes qu'on utilise. Et ce que va devoir en fait contrôler le potier, c'est ce qu'il va devoir contrôler pour justement pouvoir produire ces forces avec une certaine pression sur la motte, c'est la vitesse du tour et la pression manuelle. Donc ce qu'il va apprendre, c'est pas du tout un mouvement, ce qu'il doit apprendre, c'est justement à contrôler l'interaction entre la pression manuelle et la vitesse de son tour. Et c'est comme ça, en fait, qu'il parviendra à produire une forme, la forme désirée au départ. Alors, on peut faire le même raisonnement, je ne sais pas s'il y a des violonistes ici, mais on peut faire exactement le même raisonnement. Ici, j'avais pris ces deux cas-là, enfin, donc ce même professeur de violon, qui montre comment travailler sur un sautillet, peu importe. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'utilise pas la main de la même façon. Dans un cas, qui est le cas classique, il utilise 2 doigts, et dans le cas où il dit on peut très bien faire ça en utilisant 2 autres doigts. Donc pour tenir son archet. Alors l'idée est exactement la même, c'est produire un son, c'est pas faire un mouvement. C'est pour qu'il y ait des sons, c'est qu'il faut produire une force avec une certaine vitesse de l'archet, et il faut avoir une certaine distance entre le chevalet et l'archet. Et c'est ça, en fait, qu'on apprend. Et de la même façon, donc, la régulation du sautillet, pour le contrôler, c'est relativement complexe. En fait, ça, les violonistes le savent très bien dans l'apprentissage. C'est qu'il faut produire une relation précise entre l'amplitude et la fréquence des coups d'archet, avec un décalage de phase entre les variations de force de l'archet et les variations de vitesse. Donc, c'est très compliqué, mais du coup, on n'apprend pas un mouvement. Ce qu'on apprend, c'est vraiment à parvenir à produire finalement ce phénomène, qui est un phénomène mécanique. Et je vais donner le dernier exemple, qui est un exemple de taille de la pierre, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette technique. L'idée, c'est comment... Donc, vous avez tous vu donc, des productions préhistoriques, en fait, et donc ça, c'est la reconstitution de productions préhistoriques. Ici, c'est une autre technique, mais qui est exactement... L'idée, c'est qu'il faut enlever des éclats d'une pierre avec un percuteur, quel que soit le percuteur. Donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'il faut, en fait, qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce qu'on apprend un mouvement? Qu'est-ce qu'on apprend? Et l'idée, c'est que pour pouvoir enlever des éclats de la pierre, là, comme le fait cet homme, ou donc dans ces 2 cas, dans ces 2 techniques différentes, il y a des contraintes mécaniques, et les contraintes mécaniques, quelles sont-elles? Il faut produire une certaine énergie cinétique, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'on apprend. Et quand on regarde, je donnerai un exemple de novice et d'expert, eh bien l'idée, c'est ce qu'on va apprendre, c'est pas un mouvement,
c'est en fait de produire, en fait, d'être capable de satisfaire ces contraintes mécaniques. Et pour satisfaire ces contraintes mécaniques, eh bien, qu'est-ce qu'on doit réguler, qu'est-ce qu'on doit contrôler? C'est la vitesse du percuteur au moment du choc, et puis donc le poids du percuteur, puisque l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv2, donc ce qui compte, c'est la masse du percuteur et la vitesse au moment du contact. Et c'est ça qu'on apprend, c'est pas du tout un mouvement, et ça va poser la question de l'imitation qu'on aborde, enfin qu'on donne très souvent comme un moyen d'apprendre. Donc, dans tous les exemples que je vous ai montrés, pour chaque exemple, le but était identique, mais les outils utilisés étaient différents, et donc le comportement moteur, toute l'activité de mouvement était différente, alors que les contraintes en fait, qu'on doit satisfaire, ce sont les mêmes. Et c'est vrai donc, pour manger, porter des charges, etc. Et donc, ça m'amène à l'hypothèse suivante, c'est que l'hypothèse, c'est que la manière dont une personne, quelle qu'elle soit, je dirais un organisme en général, puisque par exemple, les chimpanzés sont capables aussi d'utiliser des outils. Donc, la manière dont une personne va atteindre son but, le but qu'elle s'est fixé, on va l'interpréter comme étant l'expression d'une solution spécifique qui va dépendre de 3 ensembles de contraintes. Et ces ensembles de contraintes, c'est quoi? C'est d'abord notre organisme, c'est-à-dire notre anatomie, enfin, quand on s'intéresse aux humains, l'anatomie, le système nerveux, les systèmes sensoriels, le système cognitif. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, ça va être différent selon qu'on est ici un enfant, par exemple, ou un adulte, et puis selon ses caractéristiques du moment. La deuxième contrainte, c'est l'environnement. Quel va être en fait l'environnement? Quels vont être les outils qui font partie, si on veut, de l'environnement? Et troisième ensemble de contraintes, c'est la tâche. C'est la tâche que je viens de vous définir, qui a des caractéristiques, qui a des contraintes, qui ne peut être résolue qu'en satisfaisant les contraintes en question. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois que ces 3 ensembles de contraintes, une fois qu'on a donné des valeurs à ces 3 ensembles de contraintes, eh bien, le comportement, en fait, il émerge de cet ensemble de 3 contraintes. Et ce qui peut être intéressant, par exemple, quand on est fatigué, c'est très clair, on court moins vite. Et c'est simplement notre organisme, il y a un des éléments de l'organisme qui est différent par exemple, du matin où on était en pleine forme et le soir on n'est plus en forme parce qu'on a fait des tas de choses dans la journée. Et donc, en fait, l'activité qu'on va avoir, même si on veut réaliser la même chose, on ne va pas y arriver de la même façon. Il y a des tas d'autres exemples. Selon, par exemple, le poids du percuteur qu'on utilise, on ne va pas avoir pour tailler une pierre ou pour casser une noix ou n'importe, on ne va pas avoir le même type d'activité motrice. Donc l'idée, c'est qu'on a très souvent abordé l'apprentissage, surtout tous ces apprentissages moteurs, en disant on imite. C'est l'imitation qui est la clé de l'apprentissage. Alors, j'aime bien citer cette phrase, en fait, d'un Russe, qui était un physiologiste du mouvement, qui a été un grand maître, je dirais, pour beaucoup de gens, y compris pour nous. Voilà ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est souvent, en regardant le maître expert travailler, on ne peut s'empêcher de penser que l'on pourrait, dès la première fois, réussir. Je pense qu'on a tous eu ce sentiment à un moment de quelqu'un qui est vraiment un expert. On a l'impression que c'est tellement simple. Mais si le maître, ayant lu cette pensée muette dans nos yeux, nous cédait sa place et que nous nous risquions à tenter cette aventure, alors on se heurterait avec embarras à un découragement que l'on n'oubliera jamais. Et je pense que ça résume bien, c'est-à-dire qu'on a beau essayer d'imiter, c'est pas si simple. Alors voilà, la question, c'est que là, c'est des données, enfin j'ai repris ça dans un livre de Desmurger sur l'imitation. Voilà, on a des enfants entre 30 et 48 mois et on leur demande d'imiter. Donc là, il y a la personne et puis qui dit aux enfants, imiter. Donc on voit ce que ça donne. Est-ce que les enfants imitent pas? Donc ici, par exemple, c'est assez clair. Donc la question, c'est est-ce qu'on va apprendre en imitant? Imiter, ça veut dire quelque chose, ça c'est clair. Si on est dans une culture où, par exemple, on porte des charges sur la tête, tout le monde va porter des charges sur la tête. Si on les porte en bandeau comme ça, ou si on les porte avec un sac à dos, on va faire la même chose. Mais ça s'arrête là. Et est-ce que ça suffit pour apprendre? J'en suis pas convaincue, d'autant plus que j'ai trouvé cet article que je trouve extrêmement intéressant. Est-ce qu'on se reconnaît, en fait, quand on nous montre notre corps en train d'agir? Alors ça, c'est une expérience très intéressante. On a demandé à des personnes de réaliser des coups droits. Donc on leur demande d'en produire 30, enfin de coups droits au tennis, 30 frappes. Ensuite, en fait, on fait en sorte que ces vidéos, on supprime en fait l'aspect extérieur de la personne, on ne garde qu'un schéma avec le mouvement réalisé. Et on présente aux personnes qui ont fait ces 30 frappes, on leur présente soit leur coup, le coup qu'ils ont joué, soit le coup d'un autre joueur, soit le coup d'un expert. Alors, je ne sais pas si vous savez où ils se reconnaissent.
Chez l'expert, exactement. Ce qui est quand même très intéressant. Quand on leur demande de sélectionner, alors ils sélectionnent aussi bien l'autre personne qu'eux-mêmes. Et en fait, ils se reconnaissent plus souvent chez l'expert. Ce qui est quand même très intéressant, parce qu'en fait, ils ne sont pas experts. Donc ça pose toute cette question, comment est-ce qu'on sait qu'on réalise quelque chose? Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'imiter? Alors là, il y a eu des données, alors comme c'est la saison du ski, je les ai prises, depuis assez longtemps d'ailleurs, il y a eu des travaux sur les simulateurs de ski. Donc des simulateurs de ski de ce type-là. Donc ils sont supposés donner des informations sur l'apprentissage du ski. Alors là aussi, il y a eu des expériences où on a présenté un modèle, et puis on a pris deux groupes, un groupe avec un modèle, un groupe sans modèle, et puis dans le fond, les résultats étaient équivalents dans les deux cas. Donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire que là, d'apprendre, j'aurais pu vous donner, donc il faut apprendre à aller d'un côté à l'autre du dispositif ici, et c'est pas donc faire remonter ici je ne sais pas comment on appelle ça, enfin le système, de remonter là, de redescendre, de remonter, etc. Un peu ce qu'on est supposé faire quand on fait du ski. Donc là, c'est intéressant parce que les auteurs pensaient qu'il y aurait un effet du modèle, et en fait, il n'y a pas d'effet positif du modèle. En revanche, ils ont fait d'autres expériences en disant aux personnes, soit vous vous focalisez sur votre propre corps, soit vous vous focalisez sur la machine, c'est-à-dire vous vous focalisez sur l'appareil ici, sur la manière dont ça peut fonctionner. Et le résultat est que ce qui fonctionne le mieux, c'est de se focaliser non pas sur son corps, sur son mouvement, mais de se focaliser sur le mouvement du système. Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Donc, ça pose vraiment la question, qu'est-ce que c'est que d'apprendre? Et finalement, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ce qu'il faut arriver à maîtriser, ce sont les contraintes mécaniques du système. Et c'est la même chose pour la marche. Ce qu'on apprend, c'est... alors ça ne vous dira peut-être rien, mais c'est vraiment de maîtriser la distance entre le centre de pression et le centre de gravité de la personne pour avancer. Alors si ça vous amuse, je peux vous donner les équations, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que... Alors c'est sûr qu'il y a des contraintes pour la marche. Il faut que ce soit une succession de simple et double appui. Il y a un pied qui oscille, après c'est l'autre, etc. Mais dans le fond, on n'apprend pas à faire un mouvement. On apprend vraiment à créer ses forces. S'il n'y a pas de force, de toute façon, le corps ne bouge pas. Donc c'est simple, c'est vraiment ça c'est ça qu'il faut apprendre, bien sûr en passant par du mouvement. Donc l'idée, en fait, c'est que finalement, il faut peut-être rechercher une explication de l'apprentissage en dehors de l'imitation. Et là, à nouveau, je citerai Bernstein, qui disait, donc il faut penser non pas aux mouvements eux-mêmes, mais à l'essence de la tâche. Il faut se concentrer sur le quoi du mouvement, le comment viendra de lui-même. Et ça, c'est exactement l'exemple du ski. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut, le but à atteindre, et pas du tout sur ce qu'on est en train de faire. Ce qui dit, ça va venir, ça viendra ensuite. Et donc là, à nouveau, le quoi, ça fait référence au but de l'action. On a un but, se déplacer d'un point à l'autre en marchant, descendre une pente à ski, etc., faire un biface en pierre, etc. Et donc le comment concerne le mouvement donc des segments corporels. Et là, j'en reviendrai à ça dans un moment. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous donner deux exemples pour bien vous convaincre de poser cette question encore toujours, donc de qu'est-ce qu'on apprend. Alors, c'est des activités qui ne sont pas les activités quotidiennes, mais ça, c'est la thèse d'une de mes étudiantes qui est en cours. Elle travaille sur la fabrication manuelle de pâtes de blé tendre de Legman. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici, mais il y en a à Paris. C'est devenu la mode, en fait. Ça se fait en Asie centrale et en Chine. Alors voilà, donc là, vous avez une experte et une novice. Alors ça, c'est une étape de la fabrication des pâtes, c'est-à-dire on fait une espèce de boudin assez long, et après, il faut encore avoir donc ici, la séquence que je vais vous montrer, il faut pouvoir, là aussi, allonger la nouille sans la casser. Et donc, vous allez voir, donc ça, c'est ce que fait l'experte. Alors, on enregistre le mouvement, donc c'est ça qu'elle a. Elle a des capteurs, en fait, et on enregistre, en fait, le mouvement des mains pour essayer de comprendre ce qu'elle fait. Donc, regardez bien, parce qu'après, vous verrez la novice. Et essayez de faire ça. Moi, j'ai essayé, c'est impossible, on casse tout. On n'arrive déjà pas à les rouler avant pour avoir cette longue patte. Bon, là, elle l'a lâché, mais... Alors ça, on a fait ça à Paris, au CNAM, d'ailleurs. Au CNAM à Paris, mais elle venait de Chine, en fait. Elle venait voir sa fille. Voilà, donc ça, c'est une novice. D'ailleurs, je crois que c'est sa fille, si j'ai bien compris. Alors, bon, déjà, elle n'arrive déjà pas à savoir comment est-ce qu'elle va prendre sa pâte.
Bon, alors souvent, ils font ça comme ça, plutôt que de le faire comme a fait la première. Mais voilà. Tout est cassé, c'est beaucoup trop fort, ça va beaucoup trop vite. Donc on voit bien que c'est pas si simple en fait. Et c'est quelqu'un qui a vu sa mère le faire, j'allais dire, toute son enfance. Donc on voit bien, voilà, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'elles ont appris entre-temps? Enfin, qu'est-ce qu'il faut apprendre pour être comme cette experte, cette femme experte? C'est ça la question, et c'est pas du tout simple de répondre à la question. Hein. Et je vais vous donner un autre exemple. Puisque ça, c'est de l'archéologie expérimentale, donc tailler un biface. Donc ça, c'est un Anglais. On travaille avec lui, c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc il va tailler son biface. Donc je vous donne... alors, je n'ai pas mis toute la séquence parce que c'est un peu trop long. Et ça, c'est un novice. Bon, l'idée, là, à nouveau, le novice, il n'a pas enlevé un seul éclat. Hein. Je ne sais pas si vous voulez. Donc, l'idée, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y en a un? Pourquoi est-ce que dans un cas, il tape et ça y est? Et voilà, donc le problème, qu'est-ce qu'il a appris? C'est ça la question. Et alors, il faut des années pour devenir un bon tailleur. Ça, je vous le dis aussi. Alors, si ça ne vous ennuie pas, je rentre 2 minutes dans les détails de justement, qu'est-ce qu'on apprend à nouveau? Et donc ici, ce qu'on apprend, ce que je vous ai dit, donc là je vais prendre le cas de la taille de la pierre, c'est plus simple que les lagmen, parce que les lagmen c'est un peu plus compliqué. Donc ici, c'est ce que j'ai dit, c'est les contraintes de la tâche. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il y a des contraintes, il faut produire une certaine énergie cinétique, un certain angle de frappe avec la pierre, et puis un point de percussion qui soit précis. Et donc ça, c'est l'action. Ça dépend absolument pas de l'acteur qui va le faire, que ce soit un robot, que ce soit... Bon, les chimpanzés n'y arrivent pas, mais voilà, ou que ce soit un humain, ça c'est vraiment une description de la tâche. Et en fait, ce que l'acteur va être obligé de contrôler, c'est ce que j'ai dit, d'abord, pour satisfaire ces contraintes, il faut contrôler 2 paramètres qui sont le choix du percuteur, le poids, son poids, donc ça c'est la personne qui choisit, et puis la vitesse au moment de la percussion. Et ça donne l'énergie cinétique, et ça donne aussi, puisque c'est un vecteur, donc ça donne le point de frappe, ça donne aussi l'angle de percussion, l'angle de frappe. Voilà, donc ça, ce qu'il va falloir apprendre à satisfaire, c'est ça. Il faut apprendre ça. Mais évidemment, ça va se faire, il va falloir des stratégies d'action, des stratégies de mouvement. Et ici, donc, il y a des stratégies. Donc, on peut avoir un mouvement très ample, on peut avoir un mouvement qui va se baser sur l'énergie potentielle, on va presque laisser tomber la pierre, ou alors d'avoir un effort musculaire très important avec une toute petite longueur de trajectoire, etc. Donc, il y a ça. Mais ça, on n'a toujours pas parlé de mouvement, vous remarquerez jusqu'à maintenant. Et en fait, les paramètres de mouvement, eh bien, c'est la cinématique. Ben, évidemment, il faut bouger la main d'une certaine manière. Mais ce qui est important, là, à nouveau, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on puisse enregistrer, c'est du mouvement. Et c'est parce qu'on a enregistré du mouvement, le mouvement de la main, de la pierre, qu'on va pouvoir calculer la vitesse. Hein, donc, en fait, effectivement, on produit du mouvement, mais ce qu'on va apprendre, c'est pas à faire un mouvement, c'est essayer de trouver la bonne valeur d'énergie cinétique au moment de la frappe. Et ça, c'est important parce que on a regardé des experts, différents experts. Il n'y a pas 2 experts qui ont le même mouvement. Donc ça, alors ça dépend juste vraiment à quel niveau on va travailler, mais c'est vraiment spectaculaire. Ils n'ont pas le même mouvement du poignet, ils n'ont pas le même mouvement du coude, ils n'ont pas, enfin bref, ils n'ont vraiment pas les mêmes mouvements. Donc on n'imite pas un mouvement. Et ça, je vais juste vous donner ce résultat-là parce que je trouve que c'est assez intéressant. C'est qu'ici, alors je suis désolée pour les graphes. En plus, je ne les ai pas remis en français, mais donc ici, on leur a demandé soit d'enlever un éclat large, soit d'enlever un petit éclat. Et on a regardé, puisque j'ai dit que c'était l'énergie cinétique qui était le paramètre principal, on a regardé l'énergie cinétique. Et on a pris des experts, des gens qui sont intermédiaires et des novices. Et ce qu'on constate ici, donc là, on leur a demandé, et puis en plus, on a compliqué la chose, on a donné soit un percuteur lourd, soit un percuteur léger. Mais d'après ce que j'ai dit, l'énergie cinétique, quelle que soit la valeur du percuteur, l'énergie cinétique, elle doit être la même. Donc l'idée, c'est que quel que soit, donc même s'ils ont un percuteur lourd ou un percuteur léger, ils doivent arriver à produire justement la bonne énergie cinétique. Alors la question, c'est est-ce que, donc ici, ce qu'on voit, voilà l'énergie, la valeur de l'énergie cinétique par un expert. Donc là, on voit, il a exactement la même valeur par des experts, que ce soit un percuteur léger ou un percuteur léger ici ou un percuteur lourd. Et vous constatez que la comparaison, si vous comparez entre
entre un expert et les novices ont une énergie cinétique 3 fois trop grande. Et c'est un peu ce qu'on voyait. Donc 3 fois trop grande, pas efficace, parce que bon, en général, ils n'y arrivent pas, vous avez vu dans l'exemple tout à l'heure. Donc ce qu'on voit, c'est que effectivement, d'être un expert, c'est être capable d'économiser son énergie et surtout de produire donc la bonne valeur des paramètres fonctionnels. Et ça, donc, alors si vous regardez là, on avait regardé aussi ce qu'ils produisent, en fait, les non-experts produisent, quand on leur demande un grand ou un petit éclat, ils produisent la valeur moyenne, c'est exactement la même dans les deux cas. Donc on voit bien, non seulement ils n'y arrivent pas, ils produisent une énergie cinétique beaucoup trop grande, donc c'est bien ça qu'il faut arriver à apprendre, et pas un mouvement. Le mouvement, après, ils se débrouillent comme ils veulent, j'allais dire, et ils n'utilisent pas du tout forcément leurs bras de la même façon, même entre experts ou entre novices. Donc ça, j'ai parlé jusqu'à présent de comparer des experts et des novices, mais je n'ai pas parlé du processus lui-même, ce processus d'apprentissage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit apprendre, par quelles étapes on doit passer. Alors là, à nouveau, je présente un peu nos recherches, qui sont, alors peut-être pas l'apprentissage de demain, mais donc c'est des exemples qui montrent bien ce qui se passe. Donc ce qu'on a fait, alors c'est dans une perspective où on compare les chimpanzés, les humains, pour savoir comment est-ce que les humains, c'est toute une recherche avec d'autres collègues, par rapport à la problématique de la découverte en fait de la taille de la pierre par les premiers hominidés. C'est-à-dire il y a 2,5 millions d'années. Et l'idée, c'est est-ce que c'est la même chose que de casser des noix, puisque les chimpanzés cassent des noix, alors que les chimpanzés ne taillent pas la pierre. Donc l'idée, on a fait tout un ensemble de manips là-dessus. L'idée, c'est qu'on a demandé donc à des enfants de casser des noix. Et ce que je voudrais vous montrer là, c'est les résultats avec des enfants de 3 ans, pour vous dire, quand je dis ce qu'il faut, c'est apprendre à trouver en fait les paramètres fonctionnels de la tâche. Et on avait été surpris quand on a commencé avec les enfants de 3 ans de voir qu'ils ne savaient pas casser une noix. Et ça nous avait beaucoup surpris parce que bon, alors c'est à Paris, ça serait peut-être pas la même chose si on était à la campagne avec à l'époque où il y avait des fermes, etc. Mais je vais vous montrer ce que fait cette petite fille. Alors on invente évidemment une histoire, tu vas faire un gâteau, etc. Donc on lui montre les noix, et puis il faut que tu trouves la noix qui est à l'intérieur de la coquille, de la coque. J'espère que ça va. Voilà. Alors on leur avait donné des quantités d'outils potentiels, certains marchent, certains marchent pas, donc il y a des leurres évidemment, on leur demande, et voilà ce que font les enfants de 3 ans. Donc l'idée que je veux montrer là, c'est comment est-ce qu'on découvre l'action qu'il faut réaliser. Donc là, je reviendrai après sur le contexte, sur le rôle d'un prof, du professeur, etc., mais ou du tuteur, plus au sens large. Donc voilà, donc ces enfants-là parviennent pas, en fait, ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Et dans la vie, c'est comme ça. Alors, donc le contexte est... c'est intéressant, c'est pas idiot ce qu'ils font. Il y a une recherche, et c'est ce que je voudrais arriver à ça, c'est que apprendre, c'est essayer de chercher les solutions qui vont permettre de résoudre l'action. Même comme ça, il n'y est pas arrivé. Voilà. Eh ben non, ça ne va pas marcher. Aucun enfant de 3 ans n'y arrive si on ne leur donne pas. Alors là, je ne rentre pas dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour commencer à savoir agir, en fait, quel que soit le type d'action, eh bien, il faut explorer un peu son environnement, il faut explorer les diverses actions qu'on peut faire. Alors là, c'est la deuxième étape, je dirais, c'est l'étape où cette petite fille, elle a compris, en fait, qu'il fallait un choc, que ça devait être sur un socle. Alors là, il y avait une petite chose, c'est qu'on leur a mis un tapis mou, pour compliquer la chose quand même. Alors à cet âge-là, il n'y en a aucun qui a compris qu'il fallait une enclume. Et les grandes pierres, c'était fait pour faire des enclumes, mais aucun à cet âge-là n'a utilisé. Donc là, ce que je voudrais montrer, c'est que finalement, elle explore ces outils. Elle explore les outils qui peuvent fonctionner. Maintenant que, donc à cet âge-là, ils comprennent, mais et l'exploration, elle n'est pas non plus faite au hasard. Et c'est ça qui est assez intéressant. Vous allez voir comment ça se termine. Alors, donc elle a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et tous les enfants disent ça. On n'a pas tapé assez fort.
Voilà. Donc, c'est un peu pour voir, les adultes n'ont absolument jamais utilisé ces pierres-là pour casser une noix. Ils les ont utilisées comme enclume. Hein. C'est ce qu'on voulait essayer de leur faire comprendre, mais ça marche pas. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, l'action est découverte. En fait, elle n'est pas découverte spontanément. Il faut toute une période d'exploration, etc. Et cette exploration, eh ben, elle va nécessiter en fait des tuteurs. Hein, dans le fond, c'est à ça que je voulais arriver. Donc l'idée, c'est que dans la première étape, en fait, qu'est-ce que font ces enfants? Ils explorent l'espace de la tâche pour découvrir ses propriétés de l'action. Et donc ici, c'est une percussion sur support. Donc le choc doit être élastique, c'est-à-dire produire une certaine quantité d'énergie cinétique qui soit absorbée par la noix et pas par le sol. Donc ça, c'est la première étape. Donc découvrir le type d'action, le type donc de contrainte de l'action. Et puis donc la deuxième étape, eh bien, c'est d'explorer les propriétés de l'action et les propriétés des outils pour arriver justement à utiliser le meilleur outil. Et ça, je pense qu'on peut faire ce type de raisonnement quasiment sur tous les types, enfin apprendre à agir. Et justement, je pense que ma présentation, j'essaye pas d'apprendre ce qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire apprendre des connaissances, en termes de connaissances, mais en termes d'action, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à agir. Parce que finalement, dans la vie, c'est ça. C'est bien d'avoir bien sûr qu'il faut avoir des connaissances. On ne peut pas agir sans connaissances, ça c'est très clair. Mais en revanche, ce qui est vraiment important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces connaissances, comment est-ce qu'on apprend justement à réaliser des actions. Donc je vais vous proposer une fois de plus une définition. C'est l'apprentissage finalement, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui nécessite un comportement exploratoire, c'est un processus donc qui nécessite un comportement exploratoire, une stratégie de recherche qui consiste donc pour l'apprenant à explorer et à localiser des régions d'équilibre, c'est-à-dire des régions où finalement il arrive à réaliser sa tâche. Et puis ça passe par quoi? Ça passe par la découverte et l'intégration dans l'action des possibilités qu'offre l'environnement. Et ça, il y a tout un Gibson, donc James Gibson avait inventé le terme d'affordance qu'on utilise maintenant un peu plus en France, mais ce terme-là, c'est-à-dire d'arriver à savoir comment on utilise l'environnement pour justement pouvoir agir. Et donc c'est donc intégrer, donc découvrir et intégrer donc les possibilités qu'offre l'environnement en relation, évidemment, avec les propriétés de l'action et celles de son propre organisme. On ne va pas fonctionner de la même façon si on est grand, petit, etc., dans un certain nombre de circonstances. Et donc, ça passe ensuite par la découverte et l'exploitation, une fois que la découverte, des contraintes de ce dispositif. C'est non seulement il faut les découvrir, mais après il faut les exploiter pour pouvoir, dans n'importe quel type de circonstances, en fait, pouvoir réaliser son action. Et pour résumer, eh bien voilà, donc l'apprentissage, c'est un processus donc de découverte et d'exploitation des propriétés de la tâche, qui sont définies en termes de lois en fait, de régularité, c'est-à-dire ce sont les contraintes fonctionnelles dont je vous avais parlé. Donc on arrive à la partie 3 et je repasse la parole. Alors cette fois-ci, on part en voyage, on va aller dans le port d'Essaouira. Et dans le port d'Essaouira, il y a un jeune homme qui s'appelle Karim. Karim, il passe toute sa journée à faire des nœuds, il prépare les filets et les hameçons pour les pêcheurs qui partent en mer. Karim, il n'a jamais vraiment été très bon à l'école, mais par contre, son intelligence, elle est dans les mains. Personne n'a jamais fait des nœuds aussi beaux et aussi vite que Karim. Et tous les jours, à la même heure, dans la matinée, arrive dans le port d'Essaouira, je ne sais pas si vous connaissez le port d'Essaouira, certains, arrive par la porte du port d'Essaouira, Naïma. Et Naïma, elle a un magnifique plateau avec plein de gâteaux qu'elle porte. Alors je ne sais pas si elle le porte comme ça ou comme ça, mais elle le porte. Et Karim, à chaque fois qu'il voit Naïma arriver dans le port, il est émerveillé. Il aimerait bien lui parler, mais il n'ose pas. Il voit bien que tous les pêcheurs du port accostent Naïma, lui racontent de magnifiques histoires sur la mer, des aventures avec des vagues géantes, etc. Et que Naïma, elle ricane un peu à ces histoires. Et lui, il aimerait bien avoir de belles histoires comme ça à raconter. Alors un jour, Karim, il va voir Saïd, le pêcheur qui l'emploie le plus, celui qui lui achète le plus de filets, ou en tout cas qui lui fait réparer le plus de filets. Et Karim, il demande à Saïd, « Saïd, j'aimerais bien venir au moins une fois avec vous en mer. » T'aimes pas ton métier? Si, mais juste une fois, je voudrais savoir comment c'est en mer. Je voudrais connaître les embruns,
l'écume, les couleurs, le plancton qui brille la nuit, les nuages qui changent le ciel, le halo autour de la lune quand il n'y a plus de lumière. Oui, bon, si tu veux. Le lendemain soir, Saïd emmène Karim. Sur son bateau, ils partent derrière l'île de Mogador. J'avoue que Karim n'était pas très à l'aise sur le bateau. Et puis Saïd l'a convaincu, lui a dit « Écoute, toi, ce que tu fais bien, ce sont ces nœuds, ces filets, ces hameçons. Personne ne les fait aussi bien que toi dans le port. Alors, si tu veux rester sur le bateau, non, ça va, j'aimerais bien rentrer. » Et donc, il ramène Karim au port. Le lendemain, Naïma arrive toujours à la même heure avec son magnifique plateau de gâteaux. Et puis, toujours les mêmes lourdeaux qui l'accostent. Et puis, Karim qui n'ose pas trop lui parler. Mais Naïma, ça fait longtemps qu'elle a repéré le petit jeu de Karim, ou en tout cas sa timidité. Alors, elle vient le voir et puis il n'ose rien dire. Elle repart. Karim va voir Saïd, il lui dit « Écoute, ce voyage en mer, ça ne m'a pas aidé, je ne sais pas quoi lui raconter. Je ne vais pas lui dire que j'ai été malade sur le bateau, c'est franchement pas terrible pour cette durée une demoiselle. » Il dit « Écoute, Karim, hier quand tu es venu me voir, tu m'as raconté la mer, tu m'as parlé des embruns, du nuage, du halo autour de la lune. Tu sais, tous les pêcheurs qui racontent leurs magnifiques histoires, ils en vivent aucune, hein, ils ramassent que du poisson toute la nuit, ils les inventent. Alors fais pareil. » Le lendemain, toujours à la même heure, Naïma entre sur le port avec son magnifique plateau, plein de gâteaux. Elle s'approche de Karim, elle se dit peut-être qu'un jour il va quand même oser me parler. Et puis il se tient bêtement comme ça. Il dit, il faut que j'invente une histoire, je vais lui raconter un truc, ça va venir. Et puis ça vient pas. Alors Naïma, qui en a un petit peu marre, elle regarde Karim et lui dit « Tu sais, t'as pas besoin de me raconter des histoires comme tous les autres gros lourdeaux pour me plaire. Et puis, tu me plais. » Alors elle a posé son plateau, elle s'est installée à côté de Karim. Ils se sont jamais vraiment trop parlé, mais ils ont passé toute leur vie comme ça, l'un à côté de l'autre. Lui à faire des nœuds, les plus vite et les plus beaux faits de tout le port, et elle à vendre les plus beaux et les meilleurs gâteaux. Et puis évidemment, il y avait toujours quelques lourdeaux pour venir déranger leur silence et leur raconter des histoires de marins qu'ils avaient vécues en rêve. Et donc, on va en arriver justement au contexte dans lequel se passe cet apprentissage. Et en particulier, en fait, ce processus d'apprentissage, il dépend de quoi? Parce qu'on a vu que ces petites filles, en fait, ou ces petits-enfants, s'ils avaient un tuteur ou quelqu'un qui leur montre ou qui leur fasse des suggestions, l'apprentissage irait beaucoup plus vite. Cette découverte des propriétés de leurs tâches irait beaucoup plus vite. Et donc, l'idée de James Gibson, c'est que le processus d'apprentissage, il dépend de quoi? Il dépend de l'éducation à l'information pertinente présente dans l'environnement. Et donc, Gibson a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, bien qu'il ne travaillait pas sur l'apprentissage, mais beaucoup plus sur la vision. Mais donc, il a écrit un certain nombre de textes que je trouve extrêmement intéressants, puisque effectivement, c'est ça. Dans le fond, c'est... Et non pas de dire comment faire un mouvement, dans tous les exemples que je vous ai montrés, mais de dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est dans l'environnement. C'est par exemple comment choisir la pierre, comment choisir le bon percuteur qui va avoir la bonne taille, le bon poids, etc. Et donc, ce processus finalement d'apprentissage, c'est un processus à caractère social, c'est un processus social. Et donc, l'environnement, maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que l'environnement de l'apprenant, en fait, va lui procurer les bonnes expériences, les expériences qui vont être nécessaires à la construction, justement, de l'action. Comment apprendre, finalement, à agir. Et là, j'aime bien reprendre, en fait, la notion de niche de développement. Alors, pourquoi? Parce que donc, les niches de développement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de niches pour dans tous ces domaines-là, mais je me réfère surtout à Super et Harkness, qui sont des Américains qui ont travaillé dans des cultures différentes et qui avaient donc élaboré ce concept. Et pourquoi ce que je trouve intéressant, c'est parce qu'on a donc l'apprenant qui est au centre. Enfin, eux avaient fait ça pour l'enfant, mais je pense qu'on peut le généraliser. Je l'avais généralisé à l'apprenant en général. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est que pour eux, en fait, il y a 3 grandes dimensions. La première dimension,
qui est vraiment importante parce que l'apprenant, il est dans un contexte qui est un contexte climatique, un contexte physique, un contexte économique, un contexte social qui va déterminer finalement un petit peu l'environnement dans lequel il est pour développer ses capacités à agir, puisque c'est ça qu'on fait en tant qu'humain finalement. La deuxième dimension qui est intéressante sont toutes les théories qu'on peut avoir sur la personne, sur ses besoins, sur le développement, sur l'apprentissage, sur la réussite, qui vont là aussi conditionner la manière dont on va en fait se comporter face à celui qui apprend. Et la dernière dimension, ce sont toutes les pratiques d'éducation. Toutes les pratiques, les modes d'interaction entre le tuteur et l'apprenant. Le tuteur, ça va des parents aux frères et sœurs, aux amis, au père, etc. Au père, PAIR. Et voilà. Et donc, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces trois grandes dimensions, d'abord, elles sont toutes, elles sont plus ou moins interconnectées, si on veut. Elles ne sont pas indépendantes les unes des autres, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que cette niche de développement, elle va changer au cours du développement, justement, et de l'apprentissage. Je prends souvent l'exemple, par exemple, de la lecture. Les enfants, à 1 an, on les abonne maintenant à des revues dès 1 an. Donc, en fait, on construit son contexte. Ensuite, à 6 ans, il va avoir tout un contexte de livres, etc. Enfin, dans les milieux, probablement, enfin les vôtres. Donc, ça ne sera pas le cas des enfants au Mali que vous avez vus qui ne vont pas à l'école, etc. À 16 ans, ce sera encore autre chose. Et finalement, si on regarde simplement les livres ou tout l'écrit auquel a accès un enfant, un apprenant au cours de son développement, on voit très bien que ça évolue, on voit très bien, on peut évaluer la variété, etc. Donc ce qui est important finalement, c'est pas... Donc cette niche de développement, ça permet de serrer un petit peu les problèmes, ou les questions, les dimensions qui peuvent être importantes, mais à mon avis, ce qui est vraiment important, c'est comment l'actualisation, si on veut, de ces 3 dimensions va produire ce qu'on avait appelé avec Edward Reed, mais ça vient d'avant, ça vient d'autres auteurs antérieurs, ce qu'on avait appelé l'espace d'action encouragé, c'est-à-dire l'espace d'action dans lequel, finalement, on encourage des apprentissages. Alors, un espace d'action encouragé assez institutionnel, c'est l'école, mais l'espace d'action encouragé, c'est un petit peu tout. C'est l'espace dans lequel, en fait, un enfant ou un apprenant va pouvoir découvrir les propriétés de son action. Et c'est ça qui est important. Pourquoi ? Parce que cet espace d'action qui va lui donner certains types d'expériences, ce qui est important, c'est comment cet espace d'action va solliciter finalement les mécanismes d'apprentissage, les mécanismes psychologiques. Moi, j'en reste à ce niveau-là. Vous aurez probablement une présentation dans quelques temps qui iront jusqu'au système nerveux. Moi, je ne vais pas jusque-là. Mais tous les mécanismes psychologiques d'apprentissage, de mémorisation, de comparaison, etc. Enfin, il y a tous ces mécanismes-là qui vont lui permettre justement d'acquérir les compétences et les connaissances de sa culture, qui vont lui permettre d'être un individu de sa culture. Et donc, ce que j'aime bien ici, c'est que ça permet un petit peu de serrer. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Pourquoi on va le regarder ? Et dans le fond, ce qui est vraiment important, c'est comment, finalement, l'expérience de l'apprenant va, en fait, pouvoir se développer. Alors, ce que je pense, c'est que quand on parle d'apprenance, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que mais c'est plus réservé, j'allais dire, à l'époque moderne, à l'époque à l'industrie ou au contexte du travail. Alors moi, je ne me suis pas intéressée, je me suis plus intéressée d'abord à l'enfant et en plus à des contextes très variés culturels. Mais l'école, enfin, moi, je donnerai un exemple sur l'école. Donc, voilà, donc les contextes d'apprentissage, puisque j'ai parlé de la taille de la pierre, en voilà un, j'ai parmi les vidéos, puis de toute façon, j'aurais pas eu le temps. Voilà, donc ça, c'est un contexte. Ça, ici, c'est le maître, c'est le meilleur artisan de la ville où on était. Bien, ça, c'est le maître et ses élèves. Alors, ça se passe pas comme à l'école ici, mais finalement, c'est équivalent. Et ici, c'est les enfants qui taillent dans la rue. Voilà, donc ça c'est un contexte d'apprentissage, un contexte social. En fait, l'enfant n'est jamais seul. Et là, c'est le contexte que vous avez vu dans la première petite vidéo. Le contexte d'apprentissage au Mali, les enfants sont toujours en permanence, plus ou moins, avec des adultes, avec d'autres enfants, etc. Donc ça, c'est le contexte d'apprentissage. Maintenant, la question, c'est comment ça fonctionne. Et donc, l'idée, c'est que l'apprentissage, donc c'est un aspect social vraiment important. Et donc, le tuteur, ou plus généralement le milieu, en fait, dans lequel se développe, enfin, se déroule l'apprentissage, organise l'environnement de l'apprenant de manière culturellement spécifique, on le voit, afin de promouvoir les opportunités d'action en principe optimales. Alors ça, je peux vous dire que culturel, c'est tout à fait vrai. On est en train, avec un collègue japonais, on travaille sur l'apprentissage de l'écriture.
Et la classe au Japon, c'est pas la classe de CP au Japon, c'est pas la classe de CP à Paris. Enfin non, on travaille à Lyon là en ce moment, mais c'est pas du tout la même chose. Les enfants il y a beaucoup plus d'enfants par classe, etc. Et ça se passe pas de la même façon. Mais pourtant, on apprend la même chose. Donc j'en reviens à nouveau finalement à ce que je disais tout à l'heure. C'est d'arriver à trouver un moyen d'expliciter en fait ce qui se passe dans l'apprentissage de manière assez générale, quel que soit le contexte, et de comprendre comment fonctionne le contexte. Et c'est pour ça qu'on travaille dans des cultures différentes en fait pour essayer de confronter ce contexte. Donc l'idée, c'est comment le tuteur régule ou guide l'attention de l'apprenant sur les propriétés pertinentes de la tâche, donc dans une action d'étayage. C'est un détayage exactement comme les étayages quand on rafistole, je sais pas quoi, une maison, enfin quand on refait ou repeint une maison, n'importe quoi, il y a donc tous ces étais, et c'est exactement la même chose en fait, on utilise le même terme. Et dans quelle mesure en fait le comportement de guidance est-il marqué différemment selon la culture. Et là je voulais vous donner un exemple, alors j'ai pas le temps d'approfondir, mais un exemple on avait fait, c'était la thèse d'Isabelle Boyer, on avait fait tout un travail donc sur l'apprentissage justement et sur les interactions adultes-enfants dans certaines tâches. Il avait fallu trouver des tâches qu'on peut observer dans différents contextes. Ici, c'est à Londres. Alors, la comparaison, c'était Londres, Paris et Jakarta. Alors, je vous donne simplement un exemple pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est que l'étayage. Et alors, je ne vous donnerai pas tout le résultat, mais l'idée, c'est comment, en fait, l'adulte ici, on avait pris des enseignants, des parents, comment est-ce que l'adulte va organiser, finalement. Là, on demandait à l'enfant de découper un cercle. Et l'idée, elle est tout petit, là, ils ne savent pas encore faire, ils savent pas faire vraiment. Et ce qu'on voulait regarder, c'est qu'est-ce que fait l'adulte pour, justement, que l'enfant parvienne à réaliser la tâche qu'on lui demande. Et comment est-ce qu'au fur et à mesure de l'apprentissage, l'attitude de l'adulte, enfin son activité vis-à-vis de l'enfant, va se modifier en fonction de ce que l'enfant sait faire. Et donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'elle lui parle, elle lui pose des questions, elle le fait choisir. Donc là, on a tous les éléments de l'étayage, en fait. L'étayage, donc, il peut être verbal, il peut être physique. Là, on voit bien, elle lui remet les ciseaux dans la main correctement. Après, elle va lui tenir la feuille. Après, donc, elle fait en sorte que l'enfant puisse réaliser ce qu'on lui demande. Et toute l'idée de l'étayage, c'est que dans le fond, selon les cultures, l'étayage, il ne se fait pas de la même façon. En France, on parle relativement peu, bizarrement, enfin en tout cas dans toute cette expérience-là, les parents comme les enseignants parlaient relativement peu, ne touchaient pas l'enfant. Ça, c'est incroyable. À Jakarta, les parents, la mère était toujours en train, enfin c'est les mères en particulier, toujours en train de lui prendre les mains, de lui prendre pour les ajuster correctement, pour l'aider, etc. Et ça, c'est lié à ce que je disais, ces ethnothéories, c'est-à-dire que les théories qu'on a sur l'attitude à avoir vis-à-vis des enfants n'est pas du tout la même. Et par exemple, en France, alors c'était ça, donc vous voyez, la thèse date de 98, mais ce qui était intéressant, c'est que l'idée, c'était l'enfant doit découvrir tout seul. L'enfant doit, et alors qu'à Jakarta, c'était les parents avaient vraiment une idée que non, ils devaient intervenir, ils devaient aider, ils devaient, etc. Il n'y a pas une bonne solution, c'est ce que je voudrais dire. C'est qu'il n'y a pas une bonne solution. Les solutions, elles sont adaptées d'une part à l'enfant, d'autre part à la culture, etc. Donc là, je ne veux pas dire que cette étude, elle n'était pas faite là, elle n'était pas là pour dire il faut faire comme ça, mais beaucoup plus pour dire il y a toute une panoplie de possibilités. Et ça, je crois que souvent, on a un peu le sentiment ici... pour tout ça, pour tout ce qui est la manière d'élever les enfants, etc., que finalement, il y aurait une bonne solution qui serait la nôtre. Il y a des quantités de solutions, et c'est un petit peu ça, l'intérêt, en fait, de travailler dans des cultures différentes, c'est de montrer que finalement, il y a toute une panoplie qui peut très bien fonctionner. Il n'y en a pas une seule. Et par exemple, là, le fait de prendre les mains, etc., alors on dira, bah oui, mais vous empêchez l'enfant de le faire. En fait, non, on peut très bien dire que ça lui fait découvrir un peu toutes les sensations motrices qui vont avec l'activité à réaliser. Voilà. Donc, alors ça, c'était un petit peu équivalent. C'était pour montrer que finalement, les modes d'interaction, on voit très bien, et on avait analysé toutes les attitudes, enfin l'attitude des parents dans ces trois cultures. Là, par exemple, l'adulte tenait la feuille, donc elle enlevait finalement une des composantes de l'action. Elle se substitue à l'enfant pour que l'enfant puisse se concentrer donc justement sur ce qu'elle, à ce moment-là, considérait comme étant important. Et donc, en fait, la découverte,
la socialisation de l'attention, c'est exactement ça. Là, dans toutes ces situations-là, c'est l'adulte dit, en fait, ou montre, dit, ou enfin se débrouille, enfin en tout cas a une stratégie pour justement solliciter l'attention de l'enfant sur certaines caractéristiques de l'action. Et c'est comme ça, donc au fur et à mesure, en principe, le tuteur, il doit se retirer progressivement, en fait, de son activité d'étayage. Alors, pour résumer, ce que c'est que l'étayage, c'est à quoi ça sert? Ça sert d'une part à recruter donc l'activité de l'enfant, c'est-à-dire faire en sorte que l'apprenant adhère aux demandes de la tâche. Ensuite, on a le tuteur, ce qu'il doit faire, c'est il réduit le nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire il réduit le nombre de dimensions à contrôler simultanément. Là, on voit par exemple pour le découpage, elle tient la feuille, donc ça fait une dimension de moins à contrôler de la part de l'enfant. Ensuite, il doit maintenir une direction, c'est-à-dire faire en sorte que l'apprenant il poursuive son intérêt pour la tâche. Ça, c'est essentiel. Ensuite, alors, on peut décliner comme ça. Ensuite, il y a la mise en évidence des caractéristiques critiques de la tâche, donc, par exemple, dans l'évaluation. Ensuite, il y a les tuteurs, il doit contrôler la frustration, puisque quand on n'y arrive pas, tout de suite, en fait, on peut être frustré. Et donc s'arrêter, et donc ne pas poursuivre finalement cette exploration. Ensuite, il y a toute une dimension donc, de démonstration, et en fait une structuration cognitive de la tâche, c'est-à-dire organiser finalement la tâche de l'apprenant. Donc on voit finalement l'étayage, c'est tout ça, et je pense que pour en revenir justement à cette notion d'apprenance, c'est un petit peu ça qu'ils veulent dire, c'est que le tuteur, enfin, là ils parlent des professeurs, etc., mais le tuteur en général, c'est ce qu'il fait. Et on peut regarder, pour les tout petits aussi, pour les enfants tout petits, c'est exactement la même chose. C'est les parents qui en général sont les tuteurs, mais si on regarde l'apprentissage par exemple du langage, etc., c'est vraiment ça. Le tuteur, il a des tas de stratégies pour justement amener l'attention de celui qui apprend sur les éléments importants de son action. Et donc là, je vais terminer un petit peu en parlant, alors c'était aussi dans tout ce qui est activité à composante motrice, on parle souvent, ou on oppose souvent l'école et la maison, etc. Donc ce qui se passerait à l'école, ce serait un apprentissage formel, ce qui se passerait en dehors de l'école, à la maison en particulier, ce serait un apprentissage informel. J'aime pas beaucoup cette distinction parce que l'école, c'est pas un apprentissage formel. Il y a beaucoup d'apprentissage informel dans l'école et dans le fond, c'est pas si formel que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin. C'est de définir ce que c'est. Donc, l'apprentissage formel, ce serait un apprentissage où, en fait, on a un contrôle explicite des objectifs. Alors ça, c'est l'école, effectivement. L'école, il y a des objectifs chaque année. Il y a un programme. Et puis l'autre bout, l'autre côté de la courbe, enfin de la flèche, c'est tout ce qui est informel et où il n'y aurait pas de contrôle, En fait, il y a un contrôle, mais il n'est pas explicite. Il n'y a pas un contrôle explicite des objectifs. Mais avec les enfants, on a tous d'abord une idée relative, même si c'est informel à la maison, il y en a quand même un objectif, il y a un contrôle relativement explicite, même s'il n'est pas écrit. Et ensuite, donc, du côté de l'apprenant, si on veut... Il y a un apprentissage qui va être incident, c'est-à-dire, là, à nouveau, donc, incident ou intentionnel. Intentionnel, c'est qu'il y a une planification des acquisitions. Alors qu'incident, il n'y a pas d'organisation explicite d'apprentissage. Ici, c'est un grand-père et son petit-fils, ils sont tous les deux sur leur tablette ou leur ordinateur. Et il y a un apprentissage, c'est très clair, il est incident parce qu'il n'y a pas d'un objectif clair, explicite d'apprendre ou de faire des démonstrations. Alors que maintenant, si on a l'école, ça c'était une classe japonaise, on ne voit pas bien, où il y a 35 enfants en CP, et où ça fait un bruit absolument magnifique, et que dès qu'un enfant lève la main, tout le monde se tait. Alors moi, j'ai trouvé ça spectaculaire. Et donc, à l'école, il y a une organisation par l'institution d'un programme d'apprentissage, mais l'apprentissage peut être aussi, même dans le cadre de l'école, relativement incident, et donc non contrôlé. À l'école, il y a des quantités d'aspects d'apprentissage qui ne sont pas contrôlés par les enseignants. Voilà, donc c'est intéressant aussi. Alors, je pense qu'il ne faut pas opposer formel-informel, parce que justement, dans le cadre scolaire, il y a énormément d'informels auxquels on ne fait pas toujours attention. Et je pense que ça serait vraiment intéressant de s'y intéresser un peu plus. Alors, je finirai en résumant finalement tout ce que j'ai dit.
c'est que dans le fond, on a donc le milieu dans lequel se fait l'apprentissage, hein, c'est le milieu en général. On a cet espace d'action encouragé dans lequel, donc, en principe, qui procure à l'apprenant les expériences nécessaires pour qu'il puisse justement explorer l'espace et découvrir les propriétés de la tâche. Donc l'idée, c'est qu'ici, c'est l'espace d'action, c'est tout ce que les enfants qui étaient en train d'essayer de casser leurs noix vont faire pour justement découvrir les propriétés de cette tâche, qui est donc un choc élastique. Hein, et même à 5 ans, ils n'ont pas encore complètement découvert. Mais du coup, on explore et puis on doit rentrer ici donc, dans l'espace de la tâche. Et voilà, donc je pense que ça résume assez bien, à condition qu'on accepte l'idée que l'apprentissage, finalement, c'est un processus de découverte et d'exploitation des propriétés de la tâche qui sont, en fait, en plus, qui se passent dans un espace d'action encouragée qui est organisé, soit institutionnellement, c'est l'école, mais qui est organisé donc, pour que l'apprenant ait un certain type d'expériences qui vont lui permettre justement de progresser et d'apprendre à agir. Ça va d'apprendre des connaissances, évidemment, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'apprendre à être capable donc, de réaliser des actions nécessaires pour la vie, en fait. Et donc, si je résume en 3 points, hein, c'est que je dirais que tout processus d'apprentissage est un processus de recherche de solutions fonctionnelles, de coordination et de contrôle d'action. Alors là, j'ai montré essentiellement d'actions donc à base de mouvements du corps, hein, qui implique donc d'une part la découverte de la dynamique du système. Le système, c'est ces 3 ensembles de contraintes, hein, c'est le corps, l'action et l'environnement. Et puis, il faut non seulement les découvrir, mais ensuite, il faut contrôler le système. La deuxième dimension, c'est que l'apprentissage est une activité sociale qui est basée en partie sur l'éducation de l'attention aux informations signifiantes disponibles hein, dans l'environnement au sens large. Et puis en dernier, donc l'environnement humain et matériel, soutient, étaye l'activité de l'apprenant donc dans un processus de recherche de manière à ce qu'il parvienne donc progressivement à effectuer l'action par lui-même. Et j'espère que ça résume à peu près ce qui se passe donc, dans l'apprentissage. Voilà, et je leur laisse donc une dernière fois la parole J'ai une toute petite histoire pour finir. Alors les autres, je les ai amenés exprès pour vous, et celle-ci, je la raconte souvent en spectacle, et je vous invite à la re-raconter. Si vous connaissez une autre langue, une langue locale, une langue étrangère, ou la langue des signes, ou n'importe quelle ou une langue inventée, j'en sais rien, je vous invite à re-raconter cette histoire dans une autre langue. Là, je vais la raconter en français de la République pour que ce soit le plus simple pour tout le monde. Oui, c'est une histoire qui me vient d'une petite dame qui me l'a racontée en occitan. Je comprends, mais je ne peux pas vous la refaire en occitan et je ne connais pas le breton pour ceux qui parleraient breton. Donc voilà. Et cette histoire, elle se passe chez vous. Parce que chez vous, dans votre ruelle, au fin fond de la ruelle, habite une famille de souris. Une famille de souris hyper classique. C'est-à-dire que tous les matins, maman souris, elle met son costard, elle prend son attaché-caisse et elle va au boulot pour amener de quoi manger. Et pendant ce temps-là, papa souris fait le ménage, le repassage, la comptabilité, les courses. Ça va pas trop vite. Et il s'occupe aussi des petits souriceaux. Les petits souriceaux, eux, ils font leur vie de souriceaux, ils font des roulades, ils se jettent contre les murs, enfin bon, ils font du bruit, quoi. Et papa souris, avec tout ce boulot, non rémunéré, je tiens à vous le rappeler, il s'offre quand même une pause dans la journée pour lire son journal. Et quand il lit son journal, il n'a pas tellement besoin de surveiller les petits souriceaux, parce que comme je vous l'ai dit, eux, ils font du bruit, et tant qu'il y a du bruit, il y a de la vie. Mais un jour, alors qu'il lisait un article très intéressant sur la dette grecque, tout à coup, soudainement même, c'est le même mot apparemment, plus un bruit. Papa souris regarde par-dessus son journal, il ne voit pas les petits souriceaux. En fait, ils sont tous dans des recoins de la ruelle, tétanisés, grelottants, à essayer de se cacher. Parce qu'arrive au fond de la ruelle une grosse masse ronde, toute velue, avec des petits picots qui dépassent de la silhouette et qui marchent comme ça, vous voyez ? J'ai besoin que je le dise, je vais le dire, un chat. Alors les petits souriceaux, tétanisés par la peur, au bout d'un moment, ils ont un réflexe de survie. Papa ! Alors ils vont voir papa. Papa, il y a
Papa souris, il s'inquiète pas. Il prend tous les petits souriceaux sous ses bras. Il regarde le gros chat arriver droit devant lui. Et quand le gros chat est bien campé devant lui, papa souris, il serre les bras, il gonfle le torse. Il regarde le chat droit dans les yeux et il lui fait « Waf, 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 waf !» Du coup, le gros chat, il se carapate de peur. Alors papa souris regarde tous les petits souriceaux et il leur dit « Vous voyez les enfants, pour s'en sortir dans la vie, il faut toujours connaître une deuxième langue. » Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Donc maintenant, voilà, la parole est à vous, si vous souhaitez, pour poser vos questions, faire des commentaires, raconter une histoire, ce que vous voulez. Donc il y a 2 micros. Hein. S'il y a un flot de questions, voilà. Non ? La première question est toujours difficile. Ah oui, très bien. Bravo. Je retrouve un petit peu une expérience que j'ai eue récemment à la prévention routière en accompagnant des enfants qui étaient un peu trop jeunes d'ailleurs, de CE2. Normalement, c'est CM1. Et alors, c'est la première fois que j'ai entendu un policier honnête et qui ne respecte pas ses consignes. C'est-à-dire qu'il a dit d'oublier aux enfants le petit bonhomme pour passer le passage entre guillemets protégé, où il y a 30% des victimes sur les passages piétonniers, et qui leur a dit, vous savez, pendant que vous regardez la couleur du petit bonhomme en attendant qu'il passe au vert, vos parents, en fait, avant que vous passiez, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils regardent la voiture. Et donc, faites plutôt comme vos parents. Regardez la voiture 2 fois, et laissez tomber un petit peu, secondairement, le bonhomme. Et je crois qu'un peu votre explication sur essayer d'expliquer le comment en donnant plein d'interdits, ne pas traverser à 1 mètre du passage piéton, parce que là c'est très dangereux, et comprendre tout de suite plutôt le but, je crois qu'il y a un peu une expression de ce que je viens d'apprendre un petit peu. Parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir, d'une part, qu'il n'y a pas d'abord qu'une dimension à un apprentissage. Et l'apprentissage, c'est pas uniquement, je dirais, ce qu'on met dans les livres ou ce qu'on... Justement, c'est cette idée qu'il y a un professeur qui doit vous donner la bonne solution. Je crois que c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, il y a eu des études extrêmement intéressantes, par exemple, sur les mathématiques par une collègue, Jen Lave, donc américaine. Je suis désolée de donner des exemples américains que je connais bien, mais qui avait montré que lorsque les enfants résolvaient des exercices, ils n'utilisaient absolument pas ce qui avait été dit en classe, mais ils savaient utiliser le prof, ils savaient utiliser tous les éléments qu'ils avaient pour avoir une bonne note, puisque l'objectif, c'est quand même celui-là, pour les enfants en tout cas, et que l'enseignant ne s'en rendait pas compte. Et ça, j'avais trouvé cette étude, c'était extrêmement intéressant, parce que justement, c'est ce que je dis, on dit que c'est formel, c'est un enseignement formel, mais en fait, non, il y a plein d'informels, et de dimensions, il y a beaucoup plus de dimensions, en fait, à l'apprentissage que ce qu'on pense en fait quand on fait cours quoi. Ouais. Si. Je serais tenté de vous interpeller sur... moi, je remarque que depuis je m'intéresse au sujet, c'est pour ça que je suis là, évidemment, mais on constate que le terme apprentissage est hyper généralisé depuis quelques années. On l'a remis franchement au goût du jour. On a l'apprentissage, je veux dire, à l'école primaire, les petits-enfants, et on a aussi l'apprentissage de l'ingénieur, c'est-à-dire l'ingénieur apprenti. Alors c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau, quoi. C'est-à-dire, normalement, il savait tout, cet homme-là, quoi. Et maintenant, quand il arrive sur son espace de travail, et il commence par être, ou quand il est en alternance, un apprenti, quoi. Donc ça, c'est bien. Enfin, maintenant, je voudrais juste savoir, est-ce que c'est
la résultante de l'enseignement qui veut ça, ou est-ce qu'au-delà, on a pris conscience de quelque chose parce qu'on se serait fourvoyé pendant très longtemps? Alors, pendant très longtemps, je ne sais pas. Je pense que dans le fond, c'est actuellement... Alors, mon hypothèse un petit peu sur tout ça, alors ce que je devrais dire aussi, c'est que moi j'utilise de moins en moins le terme d'apprentissage. C'est compliqué, parce que quand c'est chez l'enfant, c'est pas de l'apprentissage, c'est du développement. L'apprentissage, ça fait souvent référence justement à l'école. Alors moi je parle d'acquisition. Mais en anglais, learning, ça va plus directement au but. Et les Anglais ont plusieurs termes qui sont vraiment excellents. C'est skill, qui est utilisé aussi bien pour on est bon en maths qu'on est bon en foot. Et ça, alors qu'en France, on n'a pas un mot pour dire les deux choses. Et donc, c'est intéressant. C'est intéressant donc de savoir qu'on n'a pas le bon vocabulaire. Et surtout, alors apprentissage, justement, pour la question de la prononce, c'était surtout l'apprentissage. Il faisait référence à l'apprentissage en termes professionnels. Alors que moi, je travaille pas dans les conditions, sur l'apprentissage professionnel. Mais en revanche, je pense que c'est la même chose. De toute façon, je pense que les processus qu'on pourrait avoir la même théorie qui va du développement de la locomotion chez l'enfant, de la marche, aux apprentissages de savoir comment faire pour résoudre des problèmes au niveau professionnel. Alors c'est sûr que je dis souvent, pour calculer un pont, là, effectivement, il y a des équations, etc. Donc ma façon de présenter les choses ne fonctionne plus vraiment. Mais les équations, donc c'est une toute petite partie en fait de la réalisation d'un pont, même si elle est essentielle. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est nouveau? Moi, je pense qu'on a oublié justement un petit peu tout ce que je présente, de penser que d'acquérir des capacités d'action, moi j'aime bien un peu le présenter comme ça, c'est quelque chose d'universel et ça a toujours fonctionné. Et dans le fond, c'est pas parce que maintenant on a mis l'accent sur le cognitif, et on le met de plus en plus. Moi, je suis un petit peu sidérée finalement, quand on demande qu'est-ce que c'est qu'un enfant intelligent, on fait tout de suite référence à l'école. Et ça, c'est un petit peu problématique, parce qu'on sait très bien maintenant qu'il y a de bons élèves qui, après, sont complètement incapables de s'insérer de façon intéressante dans une vie professionnelle. Et c'est peut-être pas par hasard non plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment ces problèmes où, justement, on devrait travailler sur ce que c'est qu'acquérir des connaissances, des capacités d'action. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, quand même, dans certains axes. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est justement, parce que j'ai eu des échos et côtoyé certaines situations comme ça, où justement, quand vous faisiez la référence au pont, mais pour faire le pont, il faut beaucoup de gens. Oui, il faut beaucoup. Et souvent, la maladresse, c'est s'accorder avec les gens pour faire le pont. Exactement. Et là, cette grande intelligence-là, elle n'est pas enseignée. Elle n'est pas enseignée. C'est la crédit la plus grande richesse. C'est finalement, c'est le chef d'orchestre avec un orchestre qui va faire une partition, quoi. Donc à un moment donné, voilà, quoi. Exactement. Il n'y a pas. Moi, j'aime bien. Le chef d'orchestre, il a été utilisé même par des neurosciences, en fait, qui remettaient justement, qui disaient, il n'y a pas que le cerveau, parce qu'en ce moment, il y a quand même énormément avec toutes les avancées sur l'étude du cerveau. Moi, j'entends des collègues dire que finalement, un enseignant devrait connaître le fonctionnement du cerveau pour pouvoir enseigner en primaire. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas ça qui est essentiel, même si ça apporte des informations. Ça, c'est bien évidemment, on est tous pour avoir le plus de connaissances possible. Mais je pense que justement, le chef d'orchestre, il connaît pas ce que font chacun, mais il est capable de les faire fonctionner ensemble. Et c'est absolument essentiel. Ça s'apprend pas à l'école. En tout cas, pas dans la nôtre d'école. Je pense qu'il y a certains pays où on apprend plus de disciplines, entre guillemets, qui ne sont pas académiques directement. Et ça, je vois d'ailleurs, par exemple, dans les conférences, les meilleurs qui cessent sont les Américains, mais ils apprennent ça à l'école. Ils apprennent ça à l'école très tôt, de savoir parler en public, de savoir argumenter, de savoir... Nous, on n'apprend pas ça, enfin, pas suffisamment, en tout cas. Je ne vais pas faire qu'accaparer le micro, mais souvent on fait référence aux écoles Montessori ou ce que font les Finlandais, où ils ont, paraît-il, révolutionné leur mode d'éducation, rien de moins qu'il y a 50 ans, quoi. Oui. Alors je me pose la question si on a vraiment 50 ans de retard ou pas, quoi. Alors je sais pas, moi je suis pas dans le système éducatif, en tout cas du lycée et secondaire, mais je pense qu'il y aurait énormément, il faudrait arriver à fonctionner, je pense, autrement. Ça, c'est, je vois, donc nos enfants sont allés un peu aux États-Unis à l'école, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière, mais pas du tout. Et pourtant, alors ils savent peut-être pas faire une démonstration de maths, ça c'est vrai, en seconde ils savaient pas faire une démonstration de maths, sauf que
Enfin, si on est face au problème, enfin, moi je vois les étudiants américains que je connais sont meilleurs, enfin, ou sont plus capables, ont des compétences qu'on n'a pas. Je ne dis pas qu'ils sont meilleurs, mais ils ont vraiment des compétences qu'on n'a pas. Et ils apprennent, par exemple, ils font moins de littérature et ils apprennent beaucoup plus à parler. C'est magnifique. Enfin, les enfants très jeunes savent parler, savent utiliser des PowerPoint, savent argumenter. Si on leur demande de faire une présentation en 5 minutes, ils savent faire en 5 minutes. Moi, quand je demande à mes étudiants de le faire en 10 minutes, ils mettent 25 minutes. Je leur dis non. Et c'est des compétences qu'ils n'ont pas. Enfin, et ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment extrêmement important. Donc, on est sans doute trop focalisé sur les matières, en fait, sur le contenu, sur les matières, sur le programme, et pas assez sur quelque chose de plus large, qui permettrait d'être plus flexible, en fait, et ça serait peut-être plus efficace, je ne sais pas. Parce que la Finlande, je me dis toujours, c'est quand même un pays où il y a tellement moins d'habitants. Bon, et puis qui est moins centralisé, ça on peut dire tout ce qu'on veut. Nous, on est peut-être un peu trop centralisé, en fait, je ne sais pas. Moi, j'ai que des échos négatifs sur ce qui se passe ici, donc je ne voudrais pas non plus... mais c'est des échos purement ponctuels, parce que je ne travaille pas assez... Mais c'est vrai, parce que par exemple, à ce moment, on fait quelque chose sur l'écriture, donc on suit des enfants. Notre idée, c'était de mettre en relation ce que dit l'enseignant et le progrès en CP de l'écriture. Donc on enregistre l'écriture de l'enfant tous les mois, et puis on voulait enregistrer les enseignants. Mais on n'y arrive pas, parce que les enseignants ne veulent pas qu'on les enregistre. Par exemple, il n'y a pas cette... On n'arrive pas, en fait, à être là en disant on ne va pas vous juger. Ce qu'on veut, c'est comprendre comment ça fonctionne. Et ça, on n'y arrive pas. Et mon collègue japonais qui a fait ça, ça a été... il a fait ça comme ça. Et j'avais été avec lui, donc on avait rencontré donc, les directeurs. C'est le directeur qui nous a proposé. Nous, ici, ça a été infernal. On n'y arrive pas. Et là, on voulait faire ça régulièrement toute l'année. On n'y est pas arrivé. Donc, on aura des trous... Et c'est dommage parce je ne sais pas, il n'y a pas cette volonté, j'allais dire, un peu de comprendre ce qui se passe. On ne va pas juger les gens, ce n'est pas notre problème. En plus, moi, je ne suis pas inspecteur ni rien. Donc, mais ce qu'on voudrait, c'est essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et on a l'impression qu'on n'a pas une organisation qui permet justement de faire ce type de recherche. Enfin, en tout cas, difficilement. Juste sur les résultats que vous tirez des observations, par exemple d'enfants de 3 ans dans 3 ou 4 pays différents. La seule question que j'ai, c'est que c'est quand même un âge où justement le développement simplement neuroanatomique et autres peut être très très variable d'un enfant à l'autre. Donc est-ce que vous avez des grosses cohortes d'enfants? Enfin, je reprends par exemple juste l'exemple de l'enfant qui découpe son cercle. Ça me paraît un peu avec des différences en fait intrinsèques, possibles, qui rendent la comparaison difficile simplement sur le critère d'âge. Voilà, alors ça c'est une grosse critique qu'on nous fait. On ne peut pas avoir des cohortes importantes, évidemment, dès qu'on compare 2 cultures. Alors 3, c'est pire. Notre objectif, il n'est pas de dire c'est comme ça à tel endroit ou c'est comme ça à tel âge, etc. C'est d'essayer de comprendre les variations qui peuvent exister. Et ça, je pense que comme perspective, en tout cas en psycho, c'est relativement récent. J'ai une collègue qui est malheureusement décédée maintenant, qui aux États-Unis avait vraiment, dans tout le domaine du mouvement, c'est toujours pareil, de tout ce qui est des activités motrices. L'idée, c'était de regarder les variations et non plus d'avoir un groupe qui serait la norme. Et puis, avec la manière dont on s'écarte de la norme. L'idée, c'est qu'en fait, chacun est particulier, justement, et d'essayer de comprendre comment chacun se développe. Et c'est pour ça, en fait, que, par exemple, sur l'écriture, on fait une étude longitudinale pour essayer de comprendre comment chaque enfant, au courant de l'année, donc on aura 8 ou 9 enregistrements de la même chose. Et donc on veut regarder, parce qu'il n'y en a pas 2 qui se développent effectivement de la même manière. Donc notre objectif, il n'est pas de dire c'est comme ça à tel âge ou c'est comme ça dans tel pays. Notre idée, c'est d'essayer de prendre des contextes suffisamment différents pour se dire, voilà, quels sont les points communs de cet apprentissage et où est-ce que ça peut varier. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on n'a pas de cohorte importante. De toute façon, on ne pourrait pas. Ou là, il faudrait des grosses équipes. Et alors, de toute façon, on n'est pas organisé, le système universitaire. En tout cas, il n'est pas organisé pour ça. Donc, ça serait impossible. Il y avait encore une question. Oui. Merci. Oui, moi, avec du recul de mon existence, je trouve qu'effectivement, on a besoin d'apprendre... les mathématiques, apprendre à parler. On a besoin d'apprendre à communiquer, bien sûr, d'être avec dans la société dans laquelle on se trouve.
Et puis, bien sûr, il y a un besoin de manger. Mais je crois qu'on est assez conditionné pour aller dans des domaines soi-disant avec des débouchés, puis en fait, il n'y en a pas de débouchés. Il y a trop de monde ou il y a des choses comme ça. Et on vit aujourd'hui un manque d'ouverture. Je trouve que c'est plus un conditionnement qu'une aide pour que la personne réalise ses pures potentialités. Et je découvre pour moi, j'étais bon à l'école pour dessiner. Du coup, tous mes dessins, ils étaient pris parce qu'ils étaient bien. Et puis, quand il a fallu m'orienter, j'étais dans le dessin industriel. Bon, c'est bien, ça m'a permis de vivre et d'avoir des salaires. Mais en final, je me découvre que c'est pas franchement mes potentialités. J'ai des qualités de créateur et qui ont été enfouies, en fait, qui n'ont pas pu s'exprimer. Et je le fais maintenant parce que j'ai du temps, mais en finale de tout ça, je me dis qu'on n'aide pas les personnes à trouver leur pure potentialité. Par exemple, je vais juste poser une question. Je suis bien certain que dans la salle, quand je vais dire la santé holistique, c'est quoi? Moi, je l'ai découvert à 60 ans. Si j'avais découvert ça avant, je me serais rendu compte qu'il y a beaucoup de domaines à explorer. Le corps, bien sûr. Le mental, c'est aussi très important à vérifier qu'on a le pouvoir de nos pensées, mais en même temps de les modifier. Et puis aussi, il y a des choses invisibles. Le Petit Prince le disait déjà, l'essentiel est invisible. Mais c'est franchement important de percevoir que chaque être humain émet des vibrations. Et tout l'univers est fait de vibrations. Et c'est drôlement bien de se mettre en harmonie avec la nature et avec soi-même. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour aider les personnes à être bien avec elles-mêmes. Merci bien pour ce témoignage. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, ce qu'on pourrait se dire, c'est que l'enseignement devrait laisser plus un petit peu de liberté, en fait, et moins penser qu'il y a une solution. C'est un peu ce que je disais, en fait, et que alors qu'on pourrait tout le problème est comment est-ce qu'on interprète en fait l'apprentissage, par rapport à ce que j'ai raconté, un petit peu ce que vous dites. Si on interprète comme étant l'apprentissage d'une capacité directement, c'est pas la même chose que si on l'interprète comme étant une recherche, en fait, une exploration d'un espace d'action. Et ça, je pense que c'est un petit peu deux façons de prendre l'apprentissage alors l'apprentissage au sens acquisition de capacité d'action. Apprentissage, acquisition de capacité tout court. Je pense que c'est aussi deux façons, de définir ce que c'est que l'apprentissage. Et bon, alors la manière dont je vous ai présenté les choses, je pense, n'est pas forcément la manière la plus répandue, en tout cas parmi les chercheurs de ma génération et de la génération qui vient, où on met beaucoup plus l'accent actuellement sur les capacités du cerveau. Donc ça, c'est... Alors que je me dis, c'est intéressant, mais ce que je pense, c'est que si, par exemple, ne serait-ce que pour la marche, souvent, moi j'entends, il y a un programme locomoteur. Ça, d'une part, j'y crois pas du tout. Et en fait, si on comprenait justement comment est-ce que fonctionnent toutes ces contraintes, ne serait-ce que les contraintes de notre organisme, les contraintes au niveau des forces qui s'exercent sur les segments corporels, on comprendrait beaucoup mieux, à mon avis, ce que fait le cerveau. Parce que, par exemple, pour la marche, il y a beaucoup d'aspects de la marche qui sont complètement passifs. Et ce qu'on apprend, c'est justement à les utiliser. Et c'est pareil pour des gestes de percussion, c'est pareil pour jouer du violon, c'est pareil pour tout. C'est qu'on apprend justement à utiliser au maximum les synergies de son corps. Alors le problème, c'est de définir des synergies. Donc je ne rentrerai pas là-dedans ici. Mais justement, c'est de se dire, c'est ça, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionne le système. Et ce que j'ai proposé, mais je ne suis pas la première, c'est à la suite d'autres écrits, en fait, le système, c'est justement l'interaction entre l'individu, l'environnement et puis la tâche en question. Voilà, bon, je ne sais pas si ça répond vraiment aux questions, mais... Très bien, merci. Alors, oui, juste un petit commentaire. Quand vous avez montré le robot, et donc vous avez demandé est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas. Et en fait... on a ça avec un certain nombre de machines, et donc notamment le pétrin. Donc il y a quelque temps, nous avons emmené
des élèves du CNAM visitaient en fait, un laboratoire de l'INRA et on voyait en fait, différents pétrins. Et en fait, beaucoup de machines ont commencé dans leur histoire à imiter finalement le geste humain. Et puis à un moment donné, on s'est dit, ben non, il fallait plutôt se centrer sur l'objectif, hein, quel type de pâte à pain on voulait obtenir. Et du coup, on modifie complètement la machine, ce qui peut être évidemment la même chose pour le robot. Mais à ce moment-là, le robot, il ne marche plus, mais il fait autre chose selon sa fonction. Donc voilà, juste un petit commentaire. La relation avec la machine, c'est toujours intéressant. Il y a encore une dernière question. Alors, une dernière question. Oui, une toute petite, Xavier. Oui, bonsoir. Oui, je pensais à ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur le tuteur, à propos du tuteur et du milieu. Ça m'a évoqué l'expérience compagnonique et j'apprécierais d'avoir votre point de vue sur cette expérience. Ah bah ça, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des recherches là-dessus, parce que je pense qu'on pourrait vraiment prendre le problème exactement comme... et de savoir justement quel est le rôle du compagnonnage sur, justement, sur l'apprentissage, en fait, sur vraiment la construction des compétences des compagnons, qui sont souvent de très haut niveau. Enfin, au moins dans ce qu'on en voit quand on est le grand public comme moi, mais je connais pas de recherche... Enfin, si je sais qu'il y en a, mais qui ne prennent pas forcément les choses, enfin, un petit peu de cette manière-là. Et surtout, ce que je trouverais intéressant, c'est d'essayer d'évaluer justement qu'est-ce que c'est que ces compétences au niveau donc, de l'habileté de ces personnes-là. Parce que souvent, on a des travaux sur qu'est-ce que c'est le compagnonnage, enfin, les ethnologues ou les historiens font ça, mais sans le lier avec des travaux qui pourraient vraiment travailler sur l'évaluation en fait, des habiletés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est pour ça qu'on a travaillé justement, par exemple, sur les pâtes ou sur ce geste technique de taille de la pierre, des choses. C'est pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'habileté. Et c'est pas du tout évident. Pour ces pâtes, on a vraiment des résultats qui sont magnifiques, alors qu'on s'y attendait pas, mais c'est relativement compliqué. Et justement, on a essayé d'évaluer ça aussi avec des machines qui évaluent la pâte qui est produite. Donc, il faudrait arriver pour les compagnons à travailler sur les deux faces de la pièce, je dirais, sur l'aspect, je ne sais pas si c'est du tutorat, en fait, dans le compagnonnage, et puis comment est-ce qu'ils construisent vraiment leurs habiletés. Ouais. Merci, en tout cas, pour cette question. Très bien, merci Blandine Bril, merci Monsieur Mouche, merci Véronique Branchereau et puis Amélie Pietri d'avoir traduit en langue des signes française. Merci aussi à Jean-Luc Page pour la captation qui est fidèle avec nous. Et puis donc Catel Delaune et puis ses collègues pour la technique au lieu unique. Sophie Barès, Sophie Barès avec sa collègue Céline Merlot. Donc c'est elle qui prépare ces conférences. Donc merci à vous. Donc le prochain rendez-vous, il est le 26, vous y avez fait une allusion, donc le mardi 26 avril. Ce sera sur le cerveau, les neurosciences, donc des choses comme ça. Donc il faut qu'on l'explore aussi, évidemment, dans ce cadre-là. C'est important qu'on s'y intéresse de près. Donc avec Jacques Fradin. Donc ce sera ici, au lieu unique, à 18h30. Et puis donc, pardon ? Oui, mardi 26 avril, oui. Et puis, donc, n'oubliez pas vos petites feuilles de questionnaire qui nous sont très utiles. Donc, merci à vous, merci pour votre participation et à bientôt.